Mais en fait, j'ai compris que le meilleur moyen d'améliorer le quotidien des gens, c'est de leur enlever toutes les tâches qui rendent leur journée non amusante. Avec une bonne organisation, on sait exactement où les actions ont leur place. Et avec une bonne maîtrise de l'automatisation, on réduit considérablement son temps d'exécution pour des tâches qui ont zéro valeur ajoutée, comme faire des devis ou faire des factures. Le multi-entrepreneuriat, enfin en tout cas de mon prisme, c'est le fait d'être capable de gérer plusieurs projets en parallèle. À un moment donné, j'ai compris qu'en fait tous ces projets-là avaient un sens et j'ai compris comment est-ce qu'il fallait que je les organise. Vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez un trait d'union entre vous et le logiciel. Ce trait d'union, c'est nous. On est des humains. Et donc, on vous vend la prestation d'utilisation de cette licence. C'est ce qu'on appelle une productized agency. C'est-à-dire qu'on vend un produit sous forme d'agence. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir Pierre Paris. Et pour une fois, je vais changer mon introduction grâce à une suggestion de notre dernier invité, Gérald Faure. Il a dit, quand on est multipreneur, c'est toujours une vraie galère de se présenter, de savoir comment se présenter devant quelqu'un. Donc j'aimerais bien que, tu vois, là, on est tous les deux deux multipreneurs. Et imagine, on se rencontre pour la première fois lors d'une soirée, d'un repas ou ce que tu veux. Et on s'est jamais vu, donc je connais pas du tout ce que tu fais. Et forcément, dans le classique, il y a la petite question qui vient en disant et toi, tu fais quoi dans la vie? Et du coup, Pierre, j'aimerais bien que tu me dises, toi, ce que tu fais dans la vie, quoi. C'est une bonne question. Merci en tout cas déjà Yann pour l'invitation. Moi souvent j'adapte cette phrase juste à la personne d'en face. Si c'est une personne plus ou moins proche, on va dire, du langage des startups. Mais si je devais le résumer en une phrase, moi ce que je fais dans la vie c'est que j'accompagne des agences à se développer. Propre. Franchement, bien travaillé, bien propre. Ouais. On voit que t'as l'expérience sur ce sujet-là. D'ailleurs, écoute, avant que tu nous parles de ton parcours, ça me fait penser tout de suite. Est-ce que tu as déjà eu une anecdote à nous partager sur, tu vois, le fait que justement tu sois multipreneur et que tu aies différents projets, qui t'a amené, tu vois, à des incompréhensions ou des incohérences ou des difficultés peut-être avec l'interlocuteur que tu as en face de toi? Ouais, c'est un vrai sujet de communication. D'être multipreneur, c'est pas facile. Là, après déjà 2 ans et demi, 3 ans là-dedans, je sais que mes meilleurs potes et même ma famille ne comprennent toujours pas exactement ce que je fais. Ils seraient pas capables de l'expliquer. C'est compliqué J'adore. parce que pour nous, c'est hyper limpide. Mais de l'extérieur, il y a un vrai travail de communication à faire, aussi bien sur les réseaux sociaux que par rapport à certains clients. Donc la problématique, on l'a souvent rencontrée et c'est pour ça que j'adapte un petit peu mon storytelling par rapport à la personne que j'ai en face. Si c'est quelqu'un d'assez technique, je dirais que j'ai un startup studio orienté agence, donc en fait un agency studio dans lequel je fais à la fois des projets from scratch et des projets en accélération. Et si j'ai quelqu'un qui sait absolument pas de quoi je parle et qui est pas euh, on va dire, qui n'est pas éduqué au digital, je dirais que j'essaye de trouver le projet de vie de certaines personnes autour de moi pour les motiver à devenir indépendantes. Trop beau, c'est bien. Franchement, c'est travaillé. On voit que tu as la vision un peu de où tu veux aller. Tu sais, il y a un sujet un peu qui est quand même vachement à la mode en ce moment, notamment sur des réseaux comme LinkedIn. On parle beaucoup de personal branding. Et justement, toi, comment tu arrives à mettre en avant ou qu'est-ce que tu mets en avant, tu vois, pour te présenter, sachant que tu fais énormément de choses. Et bien sûr, on va revenir dessus avec cette interview. Là, en fait, dans le personal branding, il y a quelque chose qui est absolument pas scolaire, dans le sens où on peut pas s'imposer un personal branding. La force d'un personal branding, c'est parce qu'on respire ce qu'on veut partager. Et si on se dit, déjà la base d'un personal branding, c'est assez simple, c'est de le résumer en une phrase et de dire, je veux qu'on me reconnaisse en étant le mec qui sait faire ça, ou le mec qui est connu pour ça. Et si on est d'accord avec cette phrase et qu'on a trouvé notre phrase, après derrière le personal branding, justement sa force c'est de se dire, même le dimanche, si tu mets une story, c'est en lien avec ton personal branding. Donc ce qu'il faut, c'est définir des axes de développement de ce personal branding avec des thématiques
une thématique qui est principale. Et moi, personnellement, mon personal branding, aujourd'hui, il est autour de tout ce qui est automatisation et des outils qui permettent de faciliter son quotidien et sur tout ce qui est organisation. Comment s'organiser pour être plus productif. Ça, c'est mon personal branding de manière générale. Et après, au-delà de ça, j'ai on va dire des lignes éditoriales secondaires. Et c'est surtout, moi, c'est faire la fête et courir. En ce moment, je prépare un marathon, donc je parle pas mal de courses. Allez, là, félicitations. Premier marathon? Premier, ouais. C'est lequel que Je vais tu faire te celui lances? de La Rochelle. La Rochelle en Ok. fin novembre. Allez, bah, franchement, félicitations. J'ai pu faire moi-même mon premier marathon en mars dernier, en 2 mois de prépa. Ouais, très, 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 très beau moment. J'espère que tu passeras un aussi beau moment que celui que j'ai passé. Ouais, j'espère aussi, Euh, ouais. C'est le avec une, but. avec une petite spécificité, c'est qu'ils se sont trompés sur les mesures de celui que j'ai fait. Donc j'ai fait 44 kilomètres au lieu d'en faire 42. Et ça, je peux te dire que ça fait comment dire, quand tu entends ton appli qui dit félicitations, vous êtes arrivé et que tu vois qu'il te reste encore plus de 2 kilomètres à faire, tu es là en mode ah, ah oui, et tu les sens Pas aussi, cool. quoi. Mais c'était super en tout cas. Ouais. Et du coup, je peux dire que j'ai fait 44 kilomètres et pas juste un marathon. Euh, Écoute, je suis complètement d'accord avec toi sur le personal branding et sur le fait de trouver sa vision et sa mission. Mais du coup, bah, maintenant que tu nous as partagé la tienne, on va retomber un peu sur nos pattes, est-ce que tu peux justement nous expliquer ton parcours et qu'est-ce qui a fait bah, que tu es arrivé à ce qu'aujourd'hui tu vois, tu défends et qui tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'ai eu un parcours, on va dire, assez scolaire. Euh, je suis ingénieur de formation. Je fais une école qui s'appelle les Arts et Métiers. J'ai suivi un Mhm. cursus assez classique là-bas, c'est ingénieur généraliste. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation aux États-Unis, dans une université qui s'appelle Texas Tech, où là-bas, j'ai approfondi un peu sur tout ce qui va être data science et industrial engineering. Ensuite, en rentrant en France, j'avais envie d'avoir un peu le côté sales comme casquette, mais j'avais pas pour autant envie de reprendre des études. Donc, j'ai fait un stage en tant que business manager dans une entreprise qui s'appelle Excelia. C'était hyper enrichissant. J'ai vraiment mis les mains dans le cambouis des sales. Donc, j'ai fait de l'appel à froid auprès de standards d'entreprise où je prenais des grands badges. Donc, il fallait que j'ai des techniques de. De bypass du standard assez puissante et innovante, on va dire. Donc je fais ça pendant 6 mois, c'était une très bonne expérience. Et ensuite j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière parce que globalement j'étais commercial pour des consultants. Et donc j'ai voulu commencer à être consultant. Donc là je suis rentré chez SIA Partner. Et c'est chez SIA Partner que j'ai passé une certification sur un outil qui s'appelle UiPath qui permet en fait d'automatiser des actions. J'ai commencé à automatiser des actions pour des grands groupes. Donc globalement, j'allais derrière les opérateurs, je regardais comment ils fonctionnaient pendant une semaine, ensuite je faisais un rapport, et ensuite j'étais ok, bah, de l'étape 7 à l'étape 22 de ton processus, on va tout faire par un logiciel et plus par toi. En fait, j'ai été pris passion là-dessus parce que c'est quelque chose que je faisais de manière inconsciente dans mon quotidien et que je faisais avec d'autres gens. Donc j'ai vraiment eu un espèce de moment d'épiphanie là-dessus. Et j'ai décidé pendant le Covid d'arrêter de le faire sur des logiciels type Windows 98, genre SAP, Salesforce et tout. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse de l'automatisation, mais sur d'autres logiciels, à savoir Instagram, LinkedIn, Twitter. Et là, a pop-up l'idée d'une agence que j'ai rejoint qui s'appelle My Name is Bond, qui a pour but d'automatiser sur les réseaux sociaux. À la suite de My Name is Bond, enfin pendant My Name is Bond, j'ai rejoint un projet plus global qui est un startup studio qui s'appelle The Secret Company, dont aujourd'hui je suis le cofondateur. Euh, et maintenant, après avoir créé pas mal d'agences au sein de The Secret Company, j'ai décidé de lancer mon accélérateur studio, enfin mon studio slash accélérateur de création d'agences. Et donc on a rassemblé toutes les agences qu'on avait créées pendant 3 ans au sein d'une même entité qui s'appelle Mafia Agency. Donc on crée une vraie mafia autour des différentes agences qui existent. Et on propose 2 programmes. Un programme de création d'agences from scratch et un programme d'accélération d'agences pour les agences qui sont déjà existantes, qui veulent faire x5, x10 dans leur CA.
Énorme. On mettra, hein, pour ceux qui nous écoutent, on mettra tous les liens justement de ces différents projets en description, hein, donc vous retrouverez tout. Euh, Écoute, c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, du coup, ton virage entrepreneurial, tu l'as fait par rapport à une découverte quand tu étais salarié enfin, d'outils d'automatisation. Moi, ma question, c'est comment tu as fait ce virage, tu vois? Pourquoi tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours, tu vois, au fond de toi, ou est-ce que, je sais pas, une opportunité autre? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est vrai que en vrai, c'est quand, avec les différentes personnes qu'on rencontre, c'est pas commun de voir des personnes vraiment faire le CDI en entrepreneuriat. Souvent, on dit que les gens ont une fibre entrepreneuriale, ils l'ont dès le début et on sent qu'ils prennent une voie d'entrepreneur dès le lycée, voire même avant. Moi, pour le coup, j'ai vraiment suivi le parcours classique et le vrai déclic, j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, mais j'étais phobique administratif et je n'osais pas trop me lancer. Le vrai déclic, je pense que ça a été comme pour beaucoup de personnes le Covid, dans le sens où en fait j'ai recentré euh, l'entièreté de mon écosystème de travail sur la mission en tant que telle que j'étais en train de faire, en enlevant tous les artifices de after work, séminaire, on va dire salaire aussi. Enfin voilà, je me suis recentré que Mhm. sur qu'est-ce que je faisais de mes journées. Je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qui allaient pas assez vite à mon goût. Il y avait plein de choses où on avait mis des barrières administratives. Genre, t'as une idée d'after work, il faut que tu demandes à la RH France, qui demande à la RH Europe, qui demande à la RH Monde pour qu'ensuite tu le mettes en place. Donc ça, ce type de rouage ne m'allait plus. Et surtout, je me suis posé une question simple. Moi, j'étais très carriériste quand j'étais en CDI. Donc, dès la première semaine, je me suis dit, ok, je partirai pas de cette entreprise tant que je serai pas partenaire de la société de conseil. Mais en fait, pendant le confinement, je me suis posé une question simple, c'est est-ce que je me vois à la place de mon boss et est-ce que je vais être plus heureux quand je serai à la place de mon boss? Et cette question-là, la réponse était non. Du coup, je me suis dit, ok, il va falloir que je fasse autre chose. Énorme. Ok, donc ça vient vraiment d'un travail d'introspection et de un peu, on va dire, de vision aussi de ce que tu veux faire et que tu as fait ce choix-là. Et ce travail-là, tu l'as initié comment ou ça s'est fait naturellement, tu vois, ou qu'est-ce que tu as fait pour arriver à cette vision-là? Bah, justement, tout est parti du personal branding. En fait, quand j'étais dans ma société tout ça qui s'appelle SIA Partner, quand j'étais chez SIA, Mhm. euh, j'étais l'un des seuls à être certifié sur ce logiciel UiPath en tant que Process Automation Mhm. certifié niveau 1. Et donc en fait, on m'avait mis l'étiquette de Monsieur Robot. Et moi, dans cette Ok. société de conseil, je voulais absolument pas cette étiquette. Donc je me suis battu contre cette étiquette pendant plus de 6 mois en disant non, non, j'ai été certifié pour réaliser cette mission-là, mais demain j'ai envie de faire des missions de marketing, j'ai envie de faire des missions de vente. Je voulais pas vraiment qu'on me catégorise dans cette practice-là. Mhm. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit ok, tu sais quoi, si tu veux faire des missions de marketing, arrête d'essayer d'être trop généraliste, rentre dans ce stéréotype-là de Monsieur Robot à 200%. Et en fait, c'est à partir du moment où je suis rentré à 200% en disant ok, j'assume, je suis le Monsieur Robot de l'entreprise, que en fait j'ai débloqué les autres missions. Parce que en étant l'expert ultime dans un savoir-faire, en fait, on est appelé partout. Et donc j'ai commencé à faire des missions au Qatar, j'ai commencé à faire des missions d'une journée où j'allais à Lyon pendant une journée. Enfin, en fait, on m'appelait en tant qu'expert et pour le coup consultant. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, ok, je suis Monsieur Robot. Donc j'ai commencé à publier sur LinkedIn en disant, voilà l'automatisation, à quoi ça sert, voilà ce qu'elle va devenir, je pense, sur les prochaines années. Et en publiant un article sur l'automatisation pendant le confinement, il y a un de mes potes qui m'a dit, ok, tu sais faire ça, toi, je savais même pas. Viens, on fait un call parce que j'ai un projet qui s'appelle My Name is Bond et on a besoin d'un CTO. Énorme. Ok, donc la transition s'est faite comme ça. Magnifique. En fait, tu as réussi Ouais. un peu par hasard à trouver ta zone de génie et ce qui fait au fait ton avantage concurrentiel aujourd'hui. Et du coup aussi, bah, comme on le dit depuis le début de cet épisode, ton personal branding. Et après, tu y es allé à fond. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves à même faire une chaîne YouTube qui nous parle d'automatisation et comment un peu automatiser. Tu nous en parleras aussi après, puisque c'est aussi une autre casquette que tu as. Euh, C'est vrai.
Et ok. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu arrives à donc My Name is Bond. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà tu peux nous repréciser pour ceux qui nous écoutent vraiment ce que c'est My Name is Bond Ouais. du coup ce qui s'est passé pour toi quoi. Donc là, on lance My Name is Bond. My Name is Bond, donc c'est une agence qui propose en fait à leurs clients d'avoir plus de followers sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. On n'est pas du tout dans tout ce qui est faux followers, c'est que des vrais followers. Et en fait, les techniques, c'est d'utiliser un langage de programmation qui s'appelle la RPA pour automatiser des actions que en fait vous faites aux toilettes. C'est-à-dire aller sur un profil, aller liker quelques photos, ensuite faire un follow, ensuite aller dans sa story, répondre à un sondage, faire coucou c'est moi, genre liker une de ses stories pour montrer que vous êtes présent et ensuite le faire venir sur votre page. Toutes ces actions-là qui marchent, nous on les a processisées, on en a fait un vrai processus. Et donc aujourd'hui, l'agence accompagne plus de 350 clients actifs. Donc, quand j'arrive dans l'agence, l'agence a été bien exécutée dans le sens où on a respecté ce qu'on appelle le fake it until you make it. Donc, il y avait une landing page, un sales, à savoir une sales qui était Marion Carnero, qui aujourd'hui est la CEO de My Name is Bond, qui a décidé de vendre l'offre pour voir si l'offre était intéressante. Et donc, elle a commencé à vendre cette offre-là. Et moi, quand je suis arrivé dans le projet, on avait déjà 4 clients qui étaient signés, Ok, mais on ne savait même pas comment les délivrer. Et ok. donc ça, pour le coup, c'est la meilleure moyen de lancer une agence. C'est d'abord de vendre sa proposition et ensuite de trouver un moyen de le faire. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, parce que justement, je te disais que moi, dans le multipreneuriat, ce qui m'intéressait aussi, et du coup, les personnes qui nous écoutent également, c'est la capacité en fait, à lancer aussi un projet et à tester rapidement si ce projet il est viable ou pas, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Est-ce que justement, tu peux nous présenter un peu, toi, bah, peut-être soit le process de My Name is Bond, soit même le process que tu utilises dans tes autres projets pour les lancer. Ouais, carrément. Moi, je suis un grand friand de tout ce qui est process, utiliser des outils performants, surtout de no-code. J'adore ça. Mais par contre, au début d'un projet, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pour la deuxième partie d'un projet. Le début et le lancement d'un projet, il faut y aller de manière artisanale. Donc, il faut se dire, OK, euh, la première chose qu'il faut faire, c'est se dire, OK, quel est mon unfair advantage? Quel est l'endroit dans lequel j'ai des connaissances qui sont au-dessus de la moyenne des Français? Donc, ça peut être de l'automobile, ça peut être marketing, ça peut être n'importe quoi. Et ça, en fait, on sous-estime à quel point on sait faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Une fois qu'on a trouvé ce domaine-là, il va falloir trouver où est-ce que les gens ont une valeur perçue beaucoup plus faible que leur prix. C'est-à-dire, je m'explique, euh, Mhm. on prend l'exemple du SEO, donc le référencement naturel sur Internet. La, on peut, dans cette technique-là de SEO, on peut vendre des articles sur Internet. C'est-à-dire vendre la rédaction d'articles pour que ton site soit mieux ranké sur Google. La technique, tout le monde la connaît. C'est écrire des articles de blog en se focusant sur certains mots-clés pour que quand une personne tape VTC Limoges, il puisse avoir le site du VTC qui apparaît avec l'article en question. Tout le monde sait comment ça fonctionne, mais tout le monde a la flemme de le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des agences de SEO en copywriting qui s'occupent de rédiger ces articles-là. Et donc, les agences, leur but, c'est de se dire, OK, il va falloir que je crée une agence de SEO et que je définisse un prix parce que la valeur perçue de l'écriture de ces articles-là sera élevée dans la tête du client par rapport à moi, le prix que ça me coûte pour l'exécuter. Et Mhm. donc, pour qu'une agence puisse survivre, il faut absolument se focuser sur la marge, c'est-à-dire la différence entre le coût d'exécution et le chiffre d'affaires ramené. Donc, une fois qu'on a trouvé son domaine et son expertise ainsi que son offre différenciante sur le marché, on va être capable de dire, OK, là, moi, ça me prend pas beaucoup de temps de faire ça. Par contre, la valeur perçue pour le client, elle est énorme. Donc, du coup, ici, j'ai un produit où je vais pouvoir faire une bonne marge, puisque ça va pas me prendre beaucoup de temps, donc ça va me coûter pas beaucoup d'argent. Mais en revanche, du côté du client, c'est quelque chose qui valorise énormément et pour lequel il est prêt à payer un certain prix. Et donc, c'est ce moment d'épiphanie-là qu'on ne trouve pas comme ça autour d'une bière dans un bar. C'est un processus d'itération qu'il faut faire avec des prospects,
faut se manger des murs, faut avoir le prospect qui dit non mais ça c'est trop cher, non mais regarde ton concurrent il fait la même chose, etc. Donc ça c'est vraiment de l'itération, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller au culot. De toute façon c'est un jeu de volume, hein, donc il faut contacter un maximum de personnes pour avoir un effet d'entonnoir et être capable d'avoir des réels retours, des réels feedbacks. Parce qu'un feedback de Et- son pote ou de sa famille, c'est pas un feedback, est-ce c'est que faire justement bosser tu son peux, épaule. est-ce que justement tu peux rentrer un peu plus dans ce détail-là d'itération pour vraiment, tu vois, qu'on comprenne ton process pour tester, itérer bah, justement concrètement un projet? Ouais, carrément. Euh, Première chose, c'est de faire ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire un site internet très simple qui présente l'offre de manière purement et simplement. L'offre, vous ne mettez pas de prix sur le site internet. Comme ça, l'avantage, c'est que il faut que vous ayez tout le monde au téléphone. Donc sur le site internet, vous mettez un simple formulaire de contact. Nom, prénom, numéro de téléphone, email. Une fois que vous avez ça, vous allez mettre en place des actions pour faire connaître ce site internet. Donc, post LinkedIn, post Instagram, vidéo YouTube, mettre le site internet dans tous les forums du monde qui sont intéressants pour vous. Il y a une règle en entrepreneuriat qui s'appelle Fish where the fishes are, c'est-à-dire tu peux avoir une boîte incroyable qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais peut-être que la population de LinkedIn n'est pas une population sensible à ton business. Par exemple, Mm. si tu es un industriel qui revend des céréales, tu peux faire autant de posts sur LinkedIn que tu veux, personne ne va s'y intéresser, c'est beaucoup trop B2B. Donc, Clairement. par contre, eux sont capables de faire un chiffre d'affaires hyper élevé. Donc, eux, ça va plutôt être sur des salons B2B, ça va être plutôt aller dans des restaurants, etc., voir des grands industriels. Enfin, du coup, faut se mettre en tête que par rapport à ce qu'on vend, il faut aller voir la population là où elle est. Donc, une fois qu'on a trouvé un peu son canal d'acquisition là-dessus, on traite une centaine de leads. Une centaine de leads au téléphone et on prend des notes sur chacun des calls. Déjà, à partir du moment où on aura fait 30, 40 calls, on aura déjà une meilleure idée de l'offre. Mm. Est-ce qu'elle se vend Quand bien? Est-ce qu'il faut le faire sous forme de package? tu fais Ouais. quoi justement tu vois, dans ces calls? Qu'est-ce que tu dis justement à ces prospects, à ces personnes que tu as pour une première fois? Ils sont arrivés, eux, ils ont vu une offre sur ta landing page, ils ont complété le formulaire, ils se retrouvent après du coup en call avec toi. Et là, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah, globalement, l'archétype et le meilleur call de sales ever, c'est un call où tu parles 10% et tu l'écoutes pendant 90%. C'est-à-dire que si la personne est déjà arrivée sur le site internet, que le site internet a bien été copyrighté, c'est-à-dire que la proposition de valeur de l'offre, elle est simple, claire, nette et précise, dans le call, il n'y a plus qu'à demander pourquoi vous avez rempli ce formulaire-là et quel est réellement votre besoin. Est-ce que vous pouvez me détailler Mhm. un peu plus sur votre besoin? Par exemple, avec My Name is Bond, Marion, en début de call, elle dit euh, euh, du coup, je vous rappelle parce que vous avez fait une demande de devis sur notre site internet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre activité et sur vos challenges du moment? Et donc là, la personne, hop, elle déroule. Et donc ensuite, on peut rebondir en disant, ah bah ça tombe bien, vous êtes en pleine levée de fonds. Bah, on va vous proposer de contacter plus de 100 investisseurs par mois sur LinkedIn pour vous aider à lever des fonds. Enfin, en fait, il faut énormément Énorme. rebondir sur ce que dit le prospect, il faut énormément l'écouter. Ok. Très chouette. Ouais, c'est hyper important, tu vois, et c'est pour ça que je te demande hein, de rentrer autant dans le détail, hein, mais c'est pour que les personnes qui nous écoutent, parce qu'il faut imaginer que les personnes qui nous écoutent, il y a autant des personnes qui ont plusieurs business et qui, voilà, eux, ce qui vont les intéresser, c'est comment on va gérer plusieurs business à la fois, mais il y a aussi toute une partie de personnes qui se sont jamais lancées ou qui, justement, débutent dans l'entrepreneuriat, et tu vois, des fois, même lancer une landing page, c'est un exercice qui peut paraître, en fait, très difficile, alors que bah, tu nous en parleras peut-être après, mais alors qu'il y a des outils et des choses qui permettent de faire ça relativement simplement aussi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr. En fait, il faut voir les outils comme un moyen d'aller plus vite dans la réalisation des actions, mais ne le voyez pas comme un gadget qui va faire en sorte que votre boîte va réussir. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'exemple de la landing page. Aujourd'hui, il y a pléthore d'outils pour que vous puissiez lancer une landing page en une après-midi top chrono, une landing page parfaite. Par contre, ce qui va faire la différence entre une landing page A et une landing page B avec le même outil, c'est son copywriting. Il y a Mhm. un site internet qui s'appelle The Wayback Machine qui vous permet de regarder, d'avoir l'historique de tous les sites internet. Faites le test, vous allez voir à quel point le discours sur un site internet change. Vous prenez n'importe quel site Énorme. internet, vous allez voir que la top line
en début de site, elles changent tout le temps. Parce qu'en fait, elles s'adaptent à ce qu'ils ont entendu en call. Elles s'adaptent au positionnement de l'entreprise. Donc, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous lancez un service de conciergerie. Votre top line au début, ça peut être vous avez un besoin, nous avons une réponse. Et après, vous allez changer, vous allez dire euh, achetez-vous une 25e heure dans votre journée. Enfin, en fait, tu vois, toutes ces top lines là, elles vont arriver Mm. parce que vous allez sortir une phrase en call. Et là, le client en face, il va dire ah putain, mais c'est exactement ça que je cherchais depuis le début, une solution qui me permet de. Et là, vous allez dire ok, sur le site internet, c'est là-dessus. C'est comme ça qu'on parle à cette population-là. C'est cette phrase-là qui est impactante. C'est celle-là qu'il faut que j'aille mettre en top line. Génial. Et justement, là, tu as parlé, j'en profite, tu vois, tu as parlé d'outils qui existent sur le marché qui te permettent de faire une landing page très facilement en une après-midi, même sans avoir des connaissances techniques, puisque c'est aussi un peu ta spécialité, le no-code. Euh, et justement, bah, lesquels tu nous conseillerais comme ça pour quelqu'un qui veut se lancer et qui est pas trop à l'aise, tu vois, avec le code ou ce genre de choses? Alors, création de site internet. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la technique, qui veut faire un site où il y a quand même pas mal de liberté, Wix. Moi, je suis un grand fan de Wix. Quelqu'un qui est assez technique, qui veut faire des choses de design, Webflow. Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se prendre la tête, qui veut vraiment lancer sa landing page très rapidement. Il y a un site qui s'appelle Cards, C-A-2-R-D-Z-D-S. Donc ça, c'est voilà, vraiment des one-page sites internet. On a, si vous voulez pour le coup créer un peu un site internet, mais en même temps que ce soit aussi une application euh, disponible sur mobile, iPad, etc., vous allez pouvoir utiliser Bubble ou bien Software. Tac, tac. Et après, le leader sur les sites internet, là où il y a beaucoup de templates, ça reste WordPress. Mais j'ai une base de T'es- données, j'ai référencé plus de 300 outils que j'ai classés par type de use case. Genre, par exemple, créer un site internet, créer une landing page, créer une application mobile. J'ai référencé tous ces sites internet là, donc je pourrais t'envoyer le lien pour que tu puisses le donner à la communauté. Carrément, je t'avoue que c'était un peu aussi l'objectif de te faire une petite passe décisive par rapport à ce document-là. Effectivement, on le mettra dans la description. Donc voilà, si vous voulez aussi savoir quelles ressources utiliser, dans quel cas, eh bien, le lien sera dans la description aussi de ce podcast et de cette vidéo. Donc, on vous mettra de toute façon tous les liens qui sont abordés dans cette interview directement en dessous des différentes publications. Écoute, ça m'intéresse beaucoup. J'ai rebondi directement là-dessus. Euh, on parle de lancement de projet. Je t'avoue que je t'ai un peu coupé tout à l'heure, mais quelles sont les autres étapes pour toi, tu vois, quand tu lances un projet? Donc la première chose, c'est de un peu gérer son positionnement. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est prospection. Une fois qu'on a la prospection, il va falloir mettre en place un peu la machine à gérer ce projet-là. Là, je te parle vraiment dans le cas des agences, hein. Les Bien startups, sûr. pour le coup, c'est un autre fonctionnement, c'est un autre monde. Euh, sur la partie agence, une fois qu'on a closé ses premiers projets, il va falloir mettre en place une routine qui va alterner entre sales et production. C'est-à-dire que Mhm. l'un des gros, le gros souci d'une agence, c'est son fonds de roulement. C'est sa Clairement. capacité à avoir de l'argent à l'instant T dans son compte. Le problème, en fait, les gens créent en fait ce problème-là parce qu'ils alternent entre des moments de prospection et des moments de délivrabilité pour le client, et donc des moments de production. Et Mhm. le fait, en fait, de scinder son emploi du temps en deux comme ça, fait qu'ils font rentrer beaucoup d'argent, ou en tout cas des acomptes pour les gros projets, ils délivrent, et ensuite ils ont tous les pépins de production classique, et ils ont du mal à rentrer dans leurs frais parce qu'ils ont dépensé beaucoup en sous-traitance ou en outils pour délivrer un projet que en fait le client met plus de temps à payer pour la compte finale, enfin pour la somme finale. Donc pour éviter ça, il faut créer ce qu'on appelle un fonds de roulement. Et pour créer ce fonds de roulement, il faut réussir à faire un tuilage d'actions en parallèle entre la prospection et la délivrabilité de clients. Sauf que pour être capable de faire ça, il faut une excellente organisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un moment dans sa journée, même si on est en retard sur des projets, pour faire de la prospection, quoi qu'il. Il faut avoir un moment pour gérer les calls, il faut avoir un moment pour closer les clients, il faut avoir un moment pour faire les devis et faire les factures.
Et donc tout ça, c'est là-dedans que rentre pour moi ce que j'appelle la productivité et qui est en fait la somme de l'organisation et de l'automatisation. Avec une bonne organisation, on sait exactement où les actions ont leur place et avec une bonne maîtrise de l'automatisation, on réduit considérablement son temps d'exécution pour des tâches qui ont zéro valeur ajoutée, comme faire des devis ou faire des factures. Et ouais, hyper intéressant. Et il y a aussi une autre en solution que justement les agences essayent de mettre en place de plus en plus. C'est aussi un peu sous le format abonnement avec leurs clients, qui permet aussi d'assurer une forme de régularité comment dire, dans le paiement de leurs prestations et notamment bah, de développer ce qu'on appelle aujourd'hui le MRR. Euh, et peut-être que ça, tu peux nous en parler aussi, puisque bah, My Name is Bond est aussi un peu comment dire, un cas d'école pour avoir réussi aussi ce pari-là. Ouais. Euh, c'est vrai que pour nous, c'est tellement, enfin pour moi maintenant, c'est tellement évident de parler de MRR et plus de chiffre d'affaires que c'est vrai qu'on en oublie de le redéfinir et d'expliquer pourquoi c'est important. Euh, le but, donc, dans l'esprit là de pallier justement à ce problème de fonds de roulement, l'un des meilleurs moyens aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle un MRR. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de la création d'un site internet et je suis une agence qui crée des sites internet. Au lieu de dire je vais te facturer 3 000 € ton site internet et ensuite tu auras ton site internet, tu seras autonome, on va dire je vais te facturer 600 € pendant 6 mois pour la création de ton site internet, puis 20 € tous les mois pour faire des modifications sur ton site internet. Ça paraît peu de changements comme ça, mais en fait ça change tout. Parce qu'on rentre dans un modèle de récurrence, MRR ça veut dire Monthly Recurring Revenue, et donc ce modèle-là de récurrence, non seulement il évite les frictions qui sont que à partir du moment où le client t'a envoyé tes 3 000 € et ensuite, un mois plus tard, il vient te voir en disant ah ouais, mais en fait, le site, je le veux pas en bleu, je le veux en rouge. Est-ce que tu acceptes ou non de faire la modification? Ça, c'est une charge mentale énorme. Il faut pas sous-estimer la charge mentale. La mise en place d'une agence, ça demande de la bande passante de cerveau par rapport aux clients. Il faut satisfaire les clients, mais il faut pas non plus être l'esclave de ses clients. Donc ça, pour pallier à ce problème-là, il faut mettre en place justement un support avec un abonnement qui permet de dire, OK, pas de souci, tu veux que je fasse une modification? OK, soit je te facture le temps que ça va me prendre, soit je te fais passer sur l'offre support, un peu comme euh, l'idée des assurances de téléphone que la Fnac nous vende. C'est d'ailleurs Mhm. là-dessus qu'ils font la majorité de leur marge. Voilà, tu casses ton téléphone, tu as payé un abonnement de 20 € tous les mois, donc on te le remplace. C'est exactement le même principe. Et il y a beaucoup d'agences qui n'osent pas dire non aux clients et donc qui n'osent pas rentrer dans un modèle économique d'abonnement alors que c'est hyper important. Et sur My Name is Bond, on est dans l'archétype de ce système-là parce qu'en fait, on vend quelque chose de technique, c'est-à-dire on vend en fait un logiciel qu'on a créé nous, qu'on pourrait mettre dans la main de nos clients. Or, l'automatisation, c'est quelque chose de dangereux. Si c'est mal utilisé, c'est quelque chose qui ne marche pas, tout simplement. Les comptes sont bloqués si c'est mal utilisé. Donc, au lieu de mettre une interface et de dire au client, allez-y, utilisez-le comme tout bon SaaS qui se respecte, on a dit non, vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez un trait d'union entre vous et le logiciel. Ce trait d'union, c'est nous. On est des humains. Et donc, on vous vend la prestation d'utilisation de cette licence. En fait, c'est ce qu'on appelle une productized agency. C'est-à-dire qu'on vend un produit sous le forme d'agence. C'est énorme que tu parles de ça parce que en parlant d'automatisation, c'est vrai que c'est un des principaux problèmes que rencontrent justement les différents SaaS qui font de l'automatisation ou justement des grands volumes. C'est que souvent les clients, enfin, les utilisateurs qui arrivent sur leur solution veulent des fois aller un peu trop vite ou du coup connaissent pas toutes les nuances qui existent, notamment par rapport aux petits robots de sécurité pour des plateformes qui protègent justement de l'automatisation. Et c'est vrai que souvent, c'est des vrais problèmes qu'on rencontre et ça peut même aller jusqu'à mettre en péril l'outil qu'on a développé si justement il y a une mauvaise utilisation. Donc vous avez réussi en fait à inverser cette tendance-là et en plus de ça, à apporter encore plus de valeur puisque maintenant vous avez un outil
automatisé, mais avec, comme tu l'as si bien dit, ce trait d'union humain qui fait qu'il y a l'intelligence derrière l'automatisation et, euh, et c'est super fort, quoi. Du coup, tu as parlé de MRR et tu nous as hyper bien expliqué ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place systématiquement dans toutes tes agences ou alors ça dépend vraiment du type d'agence? Quoi qu'il arrive, on peut trouver du MRR dans n'importe quel type d'agence, n'importe lesquels, et il faut s'efforcer à trouver ça, parce qu'en fait, créer, en fait, c'est un peu comme si euh, le problème d'une agence, il faut le voir comme si on était un kinésithérapeute. Un kinésithérapeute qui travaille dans un cabinet, le jour où il part au ski et qu'il se pète la jambe, il fait plus de chiffre d'affaires. Eh ben, Hmm. une agence sans MRR, c'est exactement la même chose. Le jour où les équipes ne peuvent plus travailler, l'agence ne fait plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est, entre guillemets, un énorme risque à faire. Et donc, il faut se dérisquer de cela. C'est là où le MRR est intéressant, c'est que tu as une marge de manœuvre plus grande le jour où il y a un problème. Tu peux faire des remboursements, tu peux offrir un mois, en fait, tu peux faire beaucoup, tu as beaucoup plus d'options qui ne mettent pas à risque directement ton agence. Et donc, le MRR, quoi qu'il arrive, que ce soit même pour une offre de support, il faut le mettre en place. Il y a beaucoup d'agences qui font une erreur flagrante, c'est qu'ils forment les clients à leur expertise en fin de mission. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous ne pouvez faire ever sur votre agence. Je m'explique. Vous êtes une agence de social ads, par exemple de Facebook ads. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, moi je suis une agence juste de paramétrage de campagne, je te paramètre ta campagne et après je te montre comment changer aux différents endroits les paramètres de ta campagne pour que tu puisses ensuite la maintenir en prod et mettre le budget que tu veux. Ça veut dire que toi tu as passé 2 ans de ta vie à te former sur Google Ads. Maintenant tu vas proposer ton service pour paramétrer une campagne et tu vas donner ton savoir à un client pour qu'il puisse le faire lui-même. C'est-à-dire que le client, en payant 3 000 euros, il s'est acheté ce que toi, tu as T'as mis mis deux 2 ans ans à faire. à avoir. Donc, clairement, si on se dit que, imaginons que tu es 25 ans, ça veut dire que tu as un taux journalier, on va dire, allez, on va être limite de 300 euros. Il y a à peu près, on va dire, allez, t'es quelqu'un qui part souvent en vacances, il y a 200 jours dans l'année, donc ça fait 400 jours sur 2 ans. 300 euros, ça fait je voulais faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Euh, donc, ça vaut largement plus que 3 000 euros. Et pour arriver à ce stade-là, il faudrait closer environ minimum 35 clients, 35 clients minimum sur cette offre-là. Mhm. Et ça, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'on met peu de temps à réaliser une action qu'il faut la pricer en fonction de son temps d'exécution. Dans le pricing d'une action, surtout pour une agence, il faut la pricer en fonction du temps d'apprentissage de cette notion-là et non du temps d'exécution. C'est Il y pas a, parce que moi aujourd'hui je vais mettre 10 minutes à automatiser une action que je vous facture 10 minutes. Je vais vous facturer les 7 années où j'ai fait de la bibliographie sur l'automatisation. il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais qui illustre très bien cette analyse que tu nous fais. C'est Picasso qui est dans un bar avec un restaurant, qui est dans un café avec un ami, et la serveuse qui vient et qui lui demande de faire un petit dessin sur une serviette, et lui il fait son dessin en 2 secondes, il lui donne, et waouh, tu vois, c'est du Picasso et ça peut valoir des millions. Et la personne, elle dit, ouais, mais ça vaut des millions, vous l'avez fait en 5 minutes. Elle dit, non. Picasso, il répond non, en fait, j'ai mis toute une vie pour pouvoir faire ce dessin en 5 minutes et qu'il ait toutes les caractéristiques qui fait qu'aujourd'hui, c'est du Picasso avec la reconnaissance qu'il a. Et tu l'as hyper bien illustré par rapport à ce que tu disais. Ouais, mais ça le problème d'une agence, c'est comme on se vend et qu'on est notre propre produit, on représente 100% de notre agence, parce qu'au final, une agence, c'est des humains. C'est des cerveaux, Beaucoup hein. de personnes ont peur du syndrome de l'imposteur et donc ils rentrent dans une mécanique où ils sont sous-pricés. Et c'est quoi les solutions justement pour arriver à revaloriser ce pricing? Est-ce que toi, tu as réussi à trouver justement un peu un secret enfin pas un secret, mais quelque chose qui te permet de trouver le bon pricing, ou tu vois, d'avoir au moins un pricing limite par rapport à tout ça?
La question du pricing, c'est une question assez délicate. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de méthode ultime pour trouver son pricing. Un bon pricing, et ça je le disais déjà, je le disais encore cette semaine aux agences qu'on accompagne. euh, je suis capable, moi ce que je fais avec les agences qu'on accompagne, c'est que je leur demande de m'inclure dans les calls de prospection ou au moins de les enregistrer par Loom pour que je puisse voir un seul moment qui est hyper important, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où ils donnent leur prix. T'as le call de prospection qui se passe bien, on sent que le prospect il est emballé, et là il dit bon voilà, et pour cet accompagnement-là, ce sera 4 500 euros. Si après l'annonce du prix, la personne qui a annoncé le prix recommence à parler, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec son prix. Donc c'est Mhm. que le prix n'est pas bon. Si en revanche il dit c'est 4 500 euros, point, et il laisse un grand blanc, et il attend que le prospect parle, c'est qu'il sait que c'est un bon prix et qu'il est convaincu de son prix. Ça, c'est hyper important parce que ça décrédibilise énormément l'agence si on dit non, mais en fait, donc voilà, ça c'est 4 500 euros. Mais par contre, il y a un accompagnement sur 6 mois, nos clients sont super contents de nous. Non, non, là, tu es en train de justifier ton prix. Si tu dis voilà, Clairement. moi je t'ai présenté tout ça, tu vas avoir des résultats, ça coûte 4 500 euros, c'est à prendre ou à laisser, ça change tout. Mhm. Et donc, sur l'itération de comment est-ce qu'il faut jauger ses prix, en fait, il faut continuellement les tester. Il faut évidemment regarder la concurrence un petit peu. Les benchmarks sont faits. Il y a une phrase qui dit que les benchmarks sont pour les losers, mais ne pas faire un benchmark, ça veut dire qu'on a quand même le droit de faire un peu de la veille concurrentielle. Surtout si on n'arrive pas à closer beaucoup de clients qui nous disent je vais aller chez le concurrent. Si vous êtes cher, c'est que vous avez quelque chose de plus que le concurrent. Nous, par exemple, sur My Name is Bond, ça peut être de la sécurité. Mais sur une autre agence qu'on accompagne en ce moment, qui est notre nouvelle agence sur Mafia Agency qui s'appelle Potion Digital, eux, ils ont un taux de closing à 95% parce qu'ils sont hyper experts de ce qu'ils font et que c'est les meilleurs dans la mise en place de leur funnel de marketing. C'est, déjà merci pour ce partage. C'est vrai que, comme tu dis, chacun a son positionnement par rapport à ce qu'il peut offrir. Mais tu nous as parlé donc beaucoup de My Name is Bond. J'aimerais bien maintenant que tu nous parles un peu aussi des autres agences que tu développes et du Startup Studio. Avant qu'on passe sur l'organisation, tu vois, j'aimerais vraiment que tu nous parles de lancement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ces autres projets que tu as? Ouais, carrément. Donc on a une autre boîte qui s'appelle, enfin une autre agence dans Mafia Agency qui s'appelle SEO Secret. C'est une agence qui permet de faire du référencement pour les sites internet naturels. Donc ils vont s'occuper de tout ce qui va être mapping de sites, audit de sites internet. Ils vont aussi écrire beaucoup d'articles de SEO. Voilà, tout ce qui touche au SEO, pas du tout à la partie payante, mais tout ce qui est naturel, ils vont s'en occuper. Ça fait 3 ans qu'on a créé cette agence. Aujourd'hui, le CEO, c'est Adams Salaou. Et ça marche très bien. On dépense 0 € en marketing et on a des leads entrants toutes les semaines sur le site internet grâce à un branding qui est fort et un très bon bouche à oreille. On a eu des beaux noms en tant que clients. On a eu des Balmain, des Orange, des Veolia. Donc, c'est des personnes qui nous ont fait confiance et avec qui on a super bien bossé. On accompagne une agence aussi qui s'appelle Safety. C'est une agence pour le coup dans le domaine de la crypto. Eux aussi, c'est une productized agency, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un algorithme qui permet d'analyser en fait tout le projet de la crypto. Et le but de cet algorithme, c'est de délivrer un audit dans lequel on est capable de dire ok, ce projet-là est un scam ou bien c'est un projet safe. Là aujourd'hui, on a eu déjà une cinquantaine de clients sur cet outil qui s'appelle Safety. Et là, l'agence a été reprise par le CEO qui s'appelle Paul et qui cherche à. On va développer de plus en plus l'agence, on l'accompagne là, on va faire de plus en plus de marketing. Et là, encore une fois, par rapport à ce que je disais sur de, de pêcher là où les poissons sont, typiquement, on va lui mettre en place un personal branding et surtout, il va falloir qu'il aille un peu traîner sur des Discord, des Slack, des Telegram
là où les Clairement. projets crypto échangent entre eux, quoi. Et après, on accompagne aussi une autre agence qui, pour le coup, est à un stade de développement assez avancé. Ils sont 30 dans cette agence. C'est une agence qui s'appelle SparkMate. Globalement, c'est 30 Jimmy Neutron euh, passionnés et qui mettent en place des softwares, des prototypes pour des grands groupes sous forme de sprint de 4 semaines. Et voilà, ils ont fait des projets incroyables. Euh, Ils ont fait un petit bateau téléguidé qui permet de guider les bateaux entrant dans un port pour leur indiquer les places libres. Ils sont intervenus sur un dispositif de distributeur automatique de croquettes pour chats. Ils ont fait des antivols disponibles dans la rue avec une entreprise qui s'appelle Sherlock. Enfin voilà, ils ont accompagné énormément de clients sur des projets comme ça. Ils ont créé un kart pour un youtubeur anglais très connu qui se conduit de manière inverse. Enfin voilà, c'est plein de Énorme. projets, ils s'amusent, ils sont 30 dans 5 pays différents c'est un plaisir de bosser avec eux. Ah, génial. D'ailleurs, quand tu parles de les accompagner, concrètement, tu parles d'accompagner, mais est-ce que c'est des clients? Est-ce que justement vous avez des parts dedans? Comment ça s'organise? Alors on a deux fonctionnements. On a un fonctionnement où on va créer l'agence avec le CEO. Donc nous on a une dizaine d'agences qu'on veut lancer cette année et pour lesquelles on recherche des CEO. Si jamais il y a des CEO qui nous écoutent, mes DM sur LinkedIn sont ouverts. Et on a une partie où on accélère en fait des agences existantes qui font déjà un MRR entre 5 et 25, ça peut même aller jusqu'à 100 000 euros de MRR déjà, et qui souhaitent profiter de notre écosystème, rentrer dans la mafia pour pouvoir se développer. Et donc en fait, Mafia Agency, c'est un programme entrepreneurial sur 12 mois où on va apprendre aux personnes qui ne savent pas lancer une agence à lancer une agence et on va accélérer les personnes qui ont déjà leur agence pour leur permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Donc à l'intérieur en fait de la mafia, c'est un peu un système de communautarisme dans le sens où on va mettre en commun tous les clients qu'on a pu closer pour se renvoyer la balle, un peu comme si le client était une bille de flipper et qu'on l'envoyait dans un flipper géant, et ce flipper géant il s'appelle Mafia Agency. On va évidemment créer tout un écosystème entrepreneurial où en fait à la fois on va célébrer les victoires ensemble, mais aussi les défaites. Ça c'est hyper important pour nous parce que avoir beaucoup de victoires c'est bien, mais dans les défaites l'agence quand on est dans sa chambre c'est un peu plus compliqué. Clairement. On va aussi profiter de toute notre expertise des 3 dernières années sur tout ce qui est template, outils, comment gérer la compta, comment ouvrir une SAS, comment gérer son statut auto-entrepreneur, ses assurances, sa mutuelle, etc. Donc là, on est tous déjà passés par là une, deux ou trois fois avec les agences. Donc maintenant, on a mis en place des documents qui permettent de faire de manière très facile. Et enfin, le but qu'on fasse ça, nous, c'est vraiment l'aventure humaine quand même. Et donc, c'est de mettre en place des off-sites. On est un accompagnement qui est 100% remote. Par contre, tous les 2 mois, on met en place des off-sites et on se retrouve au Maroc, dans le sud de la France. Voilà, on a des entrepreneurs qui sont à Bali, on a des entrepreneurs qui sont à Lille, à Bordeaux. Donc voilà, même à Toulouse. Donc le but, c'est de les accompagner et de se retrouver pour échanger et créer vraiment notre incubateur, mais d'agence à nous. Euh, et pour en revenir à la rémunération, euh, nous, on n'est pas des consultants, on est des cofondateurs des agences. Mhm. Et donc, notre, notre involvement dans la création de l'agence, on le price en fonction du CA de l'agence. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bah voilà, nous c'est 2 000 € tous les mois où on t'accompagne, on dit nous on prend tel pourcentage sur ta marge brute en Ok. donnant priorité à l'agence. Si l'agence a envie de faire une campagne marketing qui coûte cher, etc., on donne priorité au développement de l'agence et nous on prend un pourcentage qui couvre tous les frais qu'on a sur la mise en place du branding, de l'automatisation, des off-sites, etc., sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Génial. Et est-ce qu'il y a du coup, tu vois, une mutualisation aussi de certaines ressources entre les différentes agences? Ouais, clairement. Que ce soit des ressources humaines ou même des ressources, chacune des agences bénéficie en fait des services des autres agences. Ça c'est game changer pour certaines agences parce que là par exemple sur Potion Digital,
qui est donc l'agence qui accompagne aujourd'hui des coachs sportifs dans la création de toute leur présence de manière digitale. Ils ont besoin d'avoir plus de SEO, bah voilà, ils sont en contact avec SEO Secret et ils vont mettre en place tout le mapping, la création des articles ensemble. Donc ça, c'est pour le coup, c'est un unfair advantage puissant parce qu'en fait, dans ce club privé là, tout le monde propose ses services à tout le monde de manière gratuite ou à prix coûtant pour pouvoir justement développer, parce qu'on sait que le rayonnement en fait de Mafia Agency passe par le rayonnement de chacune de ces agences là. Clairement, clairement. Et est-ce que du coup, le fait que tu vois chaque agence puisse apporter aux autres, ça rentre dans ton process de sélection des nouvelles agences qui sont créées, puisque est-ce que le but, tu vois, c'est de nourrir cet écosystème et de créer aussi bah, une sorte de nouvelle verticale, ou alors non, pas spécialement. C'est une très bonne question. Pour le coup, on me l'a rarement posé comme ça. T'as bien compris t'as bien compris là où on allait avec Mafia Agency. En fait, c'est un peu des deux. Moi, je sais aujourd'hui quelles sont les agences que j'ai envie de lancer et je sais les agences qui vont marcher dans les 10 prochaines années. Pour la simple et bonne raison, j'ai pas une boule de cristal, mais c'est la simple et bonne raison que avec tous les leads qu'on a pu voir ces 3 dernières années, on a entendu les besoins des clients qui nous disaient ah mais vous faites pas ça, ah ok bon, dommage parce que j'ai vraiment besoin de ça. Et en fait tout ça on l'a recensé et on a 3 ans de données par rapport à ça et on l'a analysé et on s'est dit ok bah voilà c'est simple. On sait que le montage vidéo c'est no-brainer parce que les gens vont de plus en plus sur TikTok, vont de plus en plus sur les réels Instagram et on sait que le format vidéo est un format qui va exploser, qui est en train d'exploser. Donc no-brainer, une agence de montage vidéo. Ensuite, donc ça, voilà, il y a plusieurs agences, on le sait par la data. Ensuite, il y a des agences, c'est par le kiff. Moi, personnellement, j'adore le no-code et l'automatisation. C'est sûr et certain qu'il d'ici la fin de 2022, il y a une agence de no-code ou d'automatisation qui va pop-up de Mafia Agency. Je sais exactement comment l'exécuter. Maintenant, je suis juste à la recherche du CEO. Donc là, Ok. pour le coup, je vais vraiment lui donner les clés, lui dire voilà le plan. Sur 6 mois, si tu exécutes ça, ça va bien se passer. Mais je suis encore en recherche de la perle rare. Et après, le dernier point qui est non négligeable sur la sélection des agences, c'est le fit humain. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on veut augmenter notre offre et vraiment proposer une offre 360 aux clients qui vont rentrer dans Mafia Agency pour être capable de tout leur faire d'un bout à l'autre pour leurs besoins. Mais déjà, on ne fait pas de concurrence à l'intérieur de Mafia Agency. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on prend une agence de marketing sur des projets crypto, on n'en prendra qu'une et une seule. Donc, il y a une certaine exclusivité. Et surtout, on se focalise sur le kiff du CEO. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie charge mentale à monter une agence. C'est pas anodin. Et nous, on est là, on supporte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour faire ça, il faut qu'il y ait un réel plaisir à monter l'agence. Et il faut qu'il y ait une certaine forme d'amour entre les agences et nous pour se dire, OK, on est en train de kiffer ce qu'on est en train de faire. Même si là, on est vendredi soir, il est 22h30, on est encore en train de bosser, on est en train de kiffer et on est en train de faire une aventure qui est stylée ensemble. Je crois que même, voilà, j'ai même le t-shirt qui dit enjoy the journey. Tu vois, c'est vraiment genre le voyage et pas la destination, quoi. Et donc ça, justement pour le mettre en place et pour être sûr qu'on le valide, on a mis pour chacune des agences qu'on accompagne un mois d'essai. C'est-à-dire Ok. qu'on travaille ensemble à fond, à 100% pendant un mois, et à la fin de ce mois-là, on se dit, OK, ça a bien fonctionné ou pas. Si ça a bien fonctionné, on signe un pacte d'associés clair et net, et si ça n'a pas fonctionné, on se serre la main et puis on retourne tous à nos occupations respectives. Ce qui est incroyable, c'est que du coup, vous êtes vraiment en train de développer tout un écosystème d'agences qui, en plus de ça, donc, réussir donc, en plus de croître chacun individuellement, va réussir à faire croître l'écosystème et réussir à satisfaire vos clients actuels et futurs, tout en développant en fait ce qu'on appelle la lifetime value, donc c'est-à-dire le une fois que ton client il est acquis, tu vas pouvoir aussi lui vendre des prestations supplémentaires à son service. Et du coup, c'est très très chouette ce que vous faites. Écoute, c'est hyper intéressant parce que tu vois, en multipreneuriat, ce que j'ai constaté jusqu'à aujourd'hui,
c'est qu'il y a plusieurs formats de créer justement tout son écosystème multipreneurial. Il y a des personnes comme toi qui vont développer tout un écosystème. Je vais citer aussi par exemple Anthony Rouxel qu'on a reçu ici, qui a développé lui tout un écosystème dans le sport. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas créer des activités supplémentaires qui sont toutes corrélées et qui peut comment dire servir le client en fait tout au long de son expérience. Mais tu as aussi des entrepreneurs qui vont développer des entreprises qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des fois juste par simple opportunité. Et au contraire, tu vois, d'autres qui sont plus sur une verticale ou alors sur une horizontale. Et donc, j'aime beaucoup cette approche plutôt globale et écosystème, puisqu'en fait, chacune va pouvoir alimenter le CA et la croissance de l'autre. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Tu fais ça avec les agences, mais est-ce que tu fais ça aussi avec d'autres sociétés hors agence? Par exemple, peut-être plus à titre personnel. En fait, je pense que le multi-entrepreneuriat, enfin en tout cas de mon prisme, c'est le fait d'être capable de gérer plusieurs projets en parallèle. Et moi, c'est ce que j'ai longtemps fait. Je gérais My Name is Bond, je gérais mon rôle de CFO dans The Secret Company, je gérais ma chaîne YouTube et je gérais une formation que j'ai appelée Panam Automatise Academy où je formais sur l'automatisation, qui est encore disponible, qui est un bootcamp en ligne. Et en fait, tous ces projets-là que je faisais en parallèle ont, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, tous ces projets-là avaient un sens et j'ai compris comment est-ce qu'il fallait que je les organise. Et c'est de là qu'en fait est à Pop-Up Mafia Agency où j'ai dit, OK, mais en fait, moi, mon kiff, c'est de monter des agences. J'en ai déjà monté depuis 3 ans, mais en fait, elles se parlent pas entre elles. Or, elles devraient se parler entre elles. Donc, dans l'écosystème de Mafia Agency, j'ai inséré mes agences et je propose mon bootcamp aux personnes qui rejoignent les agences de manière gratuite pour qu'ils puissent se former à l'organisation et à l'automatisation. Et donc, dans les conseils que je donne à l'intérieur de Mafia Agency, il y a tout ce qui est no-code, automatisation, etc. Et les gens, quand ils viennent nous voir pour Mafia Agency, ils viennent nous voir majoritairement pour deux choses. La première, c'est parce qu'ils ont vu que nos agences avaient un branding qui était fort. Donc, on a une réelle expertise sur comment créer un branding et faire en sorte que le branding se retient. Et deux, tout ce qui est sur la structuration, la mise en place de process à l'intérieur des agences, pour être capable de faire en fait des gros chiffres d'affaires avec peu d'employés à l'intérieur de l'agence. Clairement. Écoute, tu me fais une belle transition. Je te propose qu'on passe justement sur le côté organisation, que ça soit entre les différents process ou justement au sein des agences. Mais juste avant ça, est-ce que il y a quelque chose sur la capacité, tu vois, à lancer un projet qu'on n'a pas abordé là et que tu aimerais aborder parce que tu penses que c'est quelque chose dont on devrait parler pour bah voilà, lancer quand on lance un projet? Le personal branding, on n'en a pas beaucoup parlé. Pour moi, c'est no-brainer de lancer un personal branding aujourd'hui. Effet boule de neige, effet composé. Enfin, moi, toutes les meilleures opportunités. D'ailleurs, même l'enregistrement même de ce podcast en ce moment, c'est lié au personal branding. Il n'y a rien d'autre. Euh, Globalement, c'est vraiment un énorme cadeau que vous faites à vous-même. J'interromps cet épisode 5 secondes, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute! Rien que le fait qu'on fasse ce podcast-là aujourd'hui, il est complètement lié au personal branding et donc ça apporte des opportunités qu'on ne soupçonne même pas et ça va nous amener ça nous amène dans des situations qui sont hyper incongrues et pour moi c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, c'est d'être capable euh, d'être invité dans des endroits, de voyager, de rencontrer des personnes hyper intéressantes et donc ça c'est vraiment grâce au personal branding qu'on va être capable de le faire. Et en plus de ça, de faire la fête, comme tu l'as si bien dit dans ton personal branding, c'est aussi important. Ça te permet de faire la fête avec des personnes incroyables, ce qui est aussi hyper cool. Écoute, tu nous as fait une belle transition juste avant. Tu as dit, tu as parlé de structuration et d'organisation. Un des éléments principaux dans le fait d'avoir plusieurs projets et d'être multipreneur, c'est aussi cette capacité à s'organiser, que ça soit structurellement ou en tant que personne. Donc, est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus de déjà la structuration peut-être de tes projets et aussi ta structuration, on va dire, personnelle, ton organisation personnelle? Ouais, carrément. Alors moi j'ai une organisation qui est
assez, on va dire, drastiques que j'ai mises en place parce que j'ai suivi. Ça fait 7 ans que je suis obnubilé par la productivité et que j'aime bien quand les choses sont carrées. Mhm. Mais globalement, dans les grandes lignes, euh, moi j'ai d'abord compris quand est-ce que j'étais le plus productif. Moi je sais que c'est le matin. Donc je n'accepte aucun call le matin, tout simplement parce que c'est le moment où je vais pouvoir travailler sur des tâches de fond. Je sais que l'après-midi, c'est un moment où je suis un peu moins productif, donc là je vais faire tous les calls avec les différents projets que j'accompagne pour les aider. J'ai mis en place ce que j'appelle moi des moments tampons, c'est-à-dire que Mhm. c'est le principe des agences quand même, c'est qu'on travaille dans le chaos, donc quand il y a des urgences, il faut être capable de les traiter assez rapidement, donc j'ai toujours 2 3 heures de latence dans ma journée, qui s'il n'y a pas d'urgence, je déroule ma to-do, qui est une to-do de toute façon toujours interminable, donc j'aurai toujours de quoi faire. Euh, et après en fin de journée, moi je suis assez peu productif, voire pas du tout à partir de 18h30, 19h. Donc j'ai souvent des calls où je fais de la création de contenu. Donc moi j'écris pas mal d'articles pour tout ce qui est mes posts LinkedIn, mes newsletters, etc. Et donc de 18h à 19h, souvent je rencontre des personnes pour étayer et comprendre un peu leur business. Et donc ça, je fais ça pendant 1 heure. La plupart du temps, j'essaie de le faire en marchant, parce que j'aime bien faire pas mal de sport, sachant que le sport est une grosse partie quand même de ma journée. Comme je m'entraîne là, notamment pour le marathon, Mhm. j'ai 1 heure et demie, 1 heure et demie par jour à peu près de sport, que ce soit de la muscu ou de la course. Et ensuite, voilà. Là, en ce moment, j'ai calmé les sorties le soir, parce que je ne peux plus boire d'alcool pour me préparer pour le marathon. Mais sinon, je suis quand même un grand fêtard, donc j'aime bien me faire des dîners un peu le soir avec mes potes ou des bières. Eh ben écoute, tu me fais encore une belle transition. On va revenir, hein. Moi, je t'avoue que on va rentrer dans le détail de tout ce que tu nous as dit. Euh, Moi, j'aime dire en fait à chaque fois qu'il y a trois, comment dire, grands blocs de temps différents dans une semaine. Il y a ce que j'appelle le temps professionnel, qui est consacré donc à ton activité pro. Le temps familial, que quand je dis familial, c'est-à-dire plus social, que tu le consacres soit à ta famille, si tu as une copine, un copain, des enfants, ou même tes potes. Et tu as le temps personnel qui, lui, est plus le temps, bah, comme tu viens de le dire, vraiment pour toi, où là, tu vas lire, méditer, faire du sport, etc. Et c'est cette organisation entre ces différents temps qui fait aussi bah, en fait, la différence sur le long terme. Est-ce que toi, déjà, tu distingues ces différents temps? Et si oui, comment tu t'organises à l'échelle de la semaine, de la journée, entre ces différents blocs? Hum, En fait, c'est assez. Moi, je peux te parler de mon système, mais mon système ne va jamais être le système des personnes qui m'écoutent, parce que le problème, c'est que pour mettre en place un système productif, il faut en mettre en place son système de productivité. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont un peu du mal à intégrer et disent oui, non, la productivité, c'est pas pour moi, etc. Euh, on va prendre l'exemple de la douche froide. C'est pas parce que tu prends une douche froide tous les matins à 5 heures que tu vas devenir Elon Musk. Par contre, si tu arrives à trouver les activités de ta routine qui font que tu es meilleur et que tu es plus productif, là tu peux devenir Elon Musk. Donc dans un premier temps, c'est bien de copier les routines des autres pour savoir ce qu'on déteste faire et ce qu'on aime bien faire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment la mise en place d'un système de manière itérative. C'est-à-dire tester, dire ok, bon là pendant 3 mois, j'ai testé de lire une demi-heure de 11h à midi, de 11h à 11h30. Honnêtement, là maintenant ça me saoule, j'ai plus envie de le faire, donc on va changer. Donc il faut à la fois mettre en place des actions pour que cela devienne un réflexe et une routine, mais aussi faire une rétrospection sur soi-même et de se dire ok, est-ce que là vraiment je suis heureux sur ce que j'ai mis en place? Est-ce que mes semaines me rendent heureux ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être que j'arrête un petit peu un temps, être un peu en mode free world, juste faire ce que j'ai envie quand j'ai envie et voir un peu quels sont les projets, les aspects de mon quotidien vers lesquels je vais de manière naturelle. Voilà, il y a beaucoup de. Avant, j'étais très partisan du fait d'avoir une vie de manière robot et j'étais très heureux là-dedans. Aujourd'hui, je, je change un petit peu mon propos dans le sens où il faut vraiment trouver sa propre productivité et mettre en place son propre système.
Eh ben écoute, ça me fait extrêmement plaisir que tu dises ça. Le fait d'itérer dans sa routine, parce que déjà, je partage totalement ton point de vue. Et en fait, c'est effectivement pour ça aussi que j'aime bien rentrer dans le détail, tu vois, des routines de chacun. Et c'est pour ça qu'on va creuser quand même ton organisation à toi. Parce que Avec justement, plaisir. tu vois, ce podcast, il est fait, ou ces vidéos, si vous regardez sur YouTube, il est fait pour que justement, on se rende compte qu'il y a plein de personnes qui réussissent à faire 1000 projets à la fois, qu'on aussi une version de ce que j'appelle moi, enfin, tu vois, la réussite. Pour moi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment une forme de réussite qui correspond à ce qu'est pour moi la réussite. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que toutes ces personnes-là, il n'y en a pas une seule qui s'organise de la même manière. Donc, ils font tous énormément de choses, ils sont tous successful, mais il n'y en a pas un seul qui s'organise pareil. Et ce qui est intéressant, et ce que je veux que justement les personnes qui nous écoutent voient, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, comme tu disais, l'exemple de la douche froide ou quoi, qui amène à ce résultat de multipreneuriat, ce résultat de j'arrive à gérer plusieurs projets à la fois. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'aime rentrer aussi, tu vois, dans le creux de l'organisation de chacun. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans le creux de ton organisation. Et tu vois, je veux vraiment qu'on comprenne comment bah, toi, tu fixes tes objectifs, comment tu fais pour t'organiser chaque matin. Tu as dit que tu avais une to-do interminable. Ben, justement, comment ça arrive sur ta to-do et comment tu ensuite utilises, tu la vides cette to-do. Et voilà, et c'est ça que j'ai envie d'entendre de toi maintenant, si tu es OK là-dessus. Allez, c'est parti. Moi, mes semaines, elles commencent le dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un moment où euh, je définis les objectifs de ma semaine. J'en définis pas 40, j'en définis 3. J'ai 3 objectifs à remplir sur la semaine qui va arriver. Une fois que j'ai défini ces 3 objectifs-là, je sais exactement où est-ce que ma semaine va. Maintenant que je sais où est-ce que je vais, je décompose ces 3 objectifs en sous-actions. Et une fois que j'ai ces sous-actions, maintenant que j'ai du recul sur le différent temps que prennent les différentes tâches, je les inclus dans mon agenda. Attention à l'inclusion dans l'agenda parce qu'il ne faut pas non plus oublier le côté imprévisible et le côté tampon d'une journée. Donc il faut toujours quand même garder un peu de la marge de manœuvre dans son emploi du temps et ne pas enchaîner les calls, enchaîner les actions sans aucune pause, etc. Parce que ça sera contre-productif. Donc je les mets à l'intérieur. Là, ça veut dire que j'ai une idée assez claire de avec qui je vais déjeuner, avec qui je vais dîner, quand est-ce que j'ai mon moment de productivité, quand est-ce que j'ai mes calls, etc., etc. Et surtout, le fait de planifier votre agenda, tout en gardant des tampons, ça vous permet en fait d'être capable de dire non à d'autres personnes, parce que vous savez pourquoi est-ce que vous disiez non à la personne pour réaliser tel ou tel projet, parce que vous avez une autre chose à faire qui fait partie de vos objectifs de la semaine. Ensuite, sur la journée en tant que telle. La journée en tant que telle, c'est assez simple. Quand je me lève, je ne touche pas mon téléphone dans la première demi-heure. Ça me permet d'avoir des idées un peu, ce qu'on appelle les shower ID. Donc, je laisse un peu mon cerveau réfléchir librement. Et ensuite, la première chose que je fais, c'est un post LinkedIn. Tous les matins, j'écris un post LinkedIn pendant un quart d'heure et je le poste. Comme ça, au moins, mon personal branding de la journée pour le LinkedIn, c'est fait et je peux passer à la suite. La suite, c'est regarder en détail. Je fais un petit détail de ma journée et je me dis, OK, quelle est l'action de ma to-do qui doit être faite aujourd'hui? Je ne vais pas me coucher tant que c'est pas fait. Une fois que j'ai défini ça, je commence à dérouler ma journée et j'essaie d'être le plus productif possible. Vous pouvez regarder pour les méthodes de productivité et d'être très efficace dans ce qu'on fait. Il y a des théories qui s'appellent, par exemple, la méthode Pomodoro, la méthode de la loi du laborite, la loi de Parkinson, la loi des 5 minutes, la loi des 2 minutes. Enfin bref, il y a beaucoup de théories qui sont disponibles que vous pouvez lire sur mon site internet. D'ailleurs, je crois que j'ai fait des articles dessus. Mais sinon, vous pouvez le trouver sur des différents blogs Medium. Euh, En fait, il faut travailler de manière productive. Moi, je sais que j'ai à peu près 2h30, 3 heures de travail efficace dans une journée. Donc, je le fais le matin et j'essaye d'être au taquet là-dessus. Ensuite, je déjeune, je fais du sport, machin. Et ensuite, l'après-midi, là, je fais tous mes calls jusqu'à à peu près 18 heures où là, j'ai un moment un peu justement de bilan et je me dis, OK, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Où est-ce que j'en suis? Et je répète ce schéma-là, sachant que la productivité descend au fur et à mesure que la semaine avance.
En ce qui concerne la gestion de la to-do, moi j'ai un système qui est assez simple. Enfin non, j'ai un système, à mon avis, un peu compliqué quand on l'utilise pas, mais pour moi, et là pour le coup je vous le dis, c'est le seul système qui marche. Je m'explique. Ce système, en gros, il est tiré de ce qu'on appelle, il y a un livre qui est la Bible de la productivité, qui s'appelle Getting Things Done, la méthode GTD. La méthode GTD, elle dit, si ça te prend moins de 5 minutes, fais-le tout de suite, sinon, note-le pour plus tard, en gros. Noter pour plus tard, moi ce que je fais, c'est que j'ai un carnet, vous voyez là il est même devant moi, j'ai un carnet sur lequel j'écris ma to-do sur toute ma semaine. Il va me suivre ce carnet-là et j'essaye, c'est un peu ma to-do prioritaire, si je l'écris là, c'est que c'est un peu prioritaire. Donc je l'écris et j'essaye de le faire à fond, à fond, à fond. Ça peut être envoyer un texto ou ça peut être mettre en place le contrat du pacte d'associés pour tel projet. Si à la fin de la semaine, je n'ai pas terminé cette to-do-là, je vais l'inclure dans ma to-do digitale. Et dans ma to-do digitale, en fait, j'en ai deux. J'en ai une qui va être les projets un peu lambda que je le fais sur Todoist. Et j'en ai une autre qui concerne le projet uniquement Mafia Agency. Et là, j'ai ma to-do par projet. Parce qu'il y a quand même du delivery à apporter aux agences. Donc, pour être sûr de bien délivrer pour chacune des agences, j'ai ma to-do par projet. Pour le coup, c'est sur Airtable. Et c'est la to-do que j'utilise quand on fait les points hebdomadaires avec les projets, de dire, bah voilà, moi cette semaine j'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que tu penses que cette to-do-là, elle est prioritaire pour toi, pour ton avancée? Ok, je la mets en prio. Ça, tu le Donc fais sur ça, quoi? c'est sur la gestion de projet de manière globale, sur Airtable. Airtable, ok. Vas-y, Et ensuite, là, le gros piège dans lequel les gens tombent, c'est à partir du moment où il y a d'autres applications qui rentrent en jeu. Donc, c'est à partir du moment où comment est-ce qu'on fait pour gérer les demandes entrantes de LinkedIn, de WhatsApp, des emails et par exemple de Messenger. Et c'est là où en fait la to-do devient inutile. Parce qu'en fait, il faut comprendre que au lieu de centraliser toutes ces demandes-là qu'on vous annonce, dès qu'on vous fait des demandes sur Instagram, sur LinkedIn, etc., au lieu de les centraliser et de les recopier dans une to-do, vous allez perdre énormément de temps. Il faut vous dire que chacune de ces plateformes est une to-do à part entière. Donc, sur LinkedIn, si vous avez des messages en attente, ça fait partie de votre to-do de LinkedIn. Et donc, il faut, si vous sentez que vous en avez beaucoup et que c'est un vrai projet de les traiter, il faut que vous mettiez un temps dans votre agenda qui s'appelle traitement des messages LinkedIn. Mais sortir l'action de sa messagerie LinkedIn, l'écrire dans une to-do et ensuite la réaliser, c'est une perte de temps. Et surtout, c'est une charge mentale. Vous allez passer plus de temps à avoir une to-do jolie, bien faite qu'à la réaliser. Et ça, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Mais moi, ce que du j'ai coup, fait, attends. c'est que j'ai sur WhatsApp. Ouais, juste, Ouais, je suis désolé, je me permets de te couper pour justement que tu explicites cette partie-là qui m'a interpellé. Imaginons du coup que tu aies via LinkedIn justement une nouvelle tâche, je sais pas moi, ouais. nouveau client, nouveau, comme tu dis, contrat à réaliser ou quoi. Du coup, tu t'en fais quoi? Puisque tu as dit le but, c'est pas de reporter ta tâche LinkedIn sur une autre to-do, t'en fais quoi? Soit je la traite tout de suite, donc je fais l'action. Ok, C'est-à-dire que si c'est un nouveau client qu'il faut closer, bah, je vais le mettre dans mon CRM. Mais tant que je ne l'ai pas d'accord, réalisé, je le mets en non lu dans LinkedIn et je le laisse dans LinkedIn. d'accord, Par contre, je ne vais pas écrire sur ok. ma to-do, traiter Michel pour son devis, tu vois. Génial, ok, super. C'est Et ok, bah, par je suis très exemple, content sur, alors de sur t'avoir. WhatsApp, Mhm. non, pour le coup, ça Ouais, marche vraiment bien. Et sur WhatsApp, j'ai un système que j'ai trouvé qui est incroyable. En fait, il y a deux WhatsApp. Il y a un WhatsApp normal et un WhatsApp business. Moi, j'utilise le WhatsApp mhm. business. C'est exactement la même chose que WhatsApp. C'est juste qu'en fait, on a un compte qui est dit professionnel et ça permet de faire d'autres choses. Mais notamment, ça permet de faire ce qu'on appelle l'étiquetage de conversation. Et en fait, moi, j'ai créé une étiquette qui s'appelle To Do. Et donc, dès qu'il y a une conversation que je dois traiter, je lui mets une étiquette to do, et ensuite je peux afficher seulement les actions où j'ai une to do à faire. Et donc, en fin de journée, quand j'ai le cerveau un peu cramé, j'ouvre et je filtre mes conversations avec que celles qui ont une étiquette to do, et je fais des petites actions là-dessus. Ça peut être des petites mises en relation, ça peut être planifier un déj, ça peut être ah bah tiens, envoie-moi ce document ou fais-moi un retour sur telle vidéo. Voilà, c'est des petites actions un peu comme ça où je les fais. Ça, c'est des. Si j'ai mis l'étiquette, c'est que c'est pas un truc hyper urgent, donc je l'ai pas fait tout de suite. Par contre, je me dis en fin de journée, ça va me faire plaisir de le faire. Et surtout, Ok, en vrai, le seul secret de bien gérer sa to-do et d'être efficace, c'est de prendre du kiff
Et si on sent qu'on prend plus de kiff, bah, on prend des vacances et ensuite on se repose, quoi. Bah, tu vois, alors, il y a plein de choses parce que c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, donc j'ai plein de questions. Mais je vais rebondir juste sur ta dernière phrase, du coup, tu as parlé de vacances, de repos et tu nous as parlé aussi tout à l'heure, tu vois, que tu faisais du sport plutôt entre midi et deux, si j'ai bien compris, vu, tu disais l'organisation de Ouais. ta journée. C'est justement ces temps-là, on va dire un peu plus personnels, repos, tu vois, famille, fête avec les potes, etc. Tu les places quand dans ton agenda? Et, enfin, est-ce que tu les places dans ton agenda? Et si tu les places dans ton agenda, à quel moment tu le fais? Et comment tu le fais? Bah, le sport, globalement, c'est le midi ou le soir. Genre là, je sais que ce soir, je vais y aller aussi. Euh, et après, sur les temps avec les potes et tout, j'essaye au maximum de commencer les festivités, on va dire, le jeudi. Et en gros, je fais jeudi-vendredi, globalement, en soirée. Et le reste, j'essaye de faire des choses un peu plus cool, genre des dîners. Et il y a souvent un peu un caractère professionnel sur les dîners que je fais en début de semaine et ou le samedi. Ok. Juste petite question comme ça, personnelle, si t'as pas envie de répondre, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu as des enfants? Alors, je n'ai pas d'enfant, mais par contre, ouais, je suis en couple. Et justement, parce que, enfin, je me permets de te poser cette question parce que c'est quand même ça prend du temps, sans le dire de manière négative ou autre, hein, mais je veux dire, être en relation, c'est aussi un temps et un temps à consacrer aussi à l'autre. Et comment tu gères aussi cette partie-là par rapport à toi qui fais énormément de choses? Euh, c'est une bonne question. En fait, là-dessus, je pense que il y a deux personnes qui ont bien répondu. Parce que pour le coup, ça a été une vraie réflexion que je me suis faite. Parce que j'aime tellement mon métier, c'est-à-dire que je suis tellement épanoui par ce que je fais, j'ai tellement trouvé ce que je voulais faire dans ma vie d'un point de vue professionnel, que parfois ça peut prendre le dessus sur ma vie perso. Mais en fait, c'est une question de, un, trouver la bonne personne qui fait que bah, tu sors un peu la tête du guidon. Et deux, c'est aussi d'expliquer à la personne en face quel est le deal dès le début. Et pas mentir un peu sur la marchandise qu'elle va ensuite découvrir dans 3 mois, dans 6 mois. Et c'est de dire dès le début, voilà, mon taf a une partie importante dans ma vie. Notamment, je peux partir en week-end avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, la séparation vie privée, vie pro est très limitée. Moi, il faut savoir quand même que j'habite en coloc avec mes 5 cofondateurs. Donc, la limite vie privée, vie pro est inexistante. Euh, et voilà, euh, du coup, les deux personnes qui en ont bien parlé, c'est Mike Horn par rapport à toutes ces différentes excursions, expéditions, pardon. Il a bien dit à sa femme, qui est malheureusement maintenant aujourd'hui décédée, mais au moment où ils étaient ensemble, il lui a dit, voilà, moi je suis un explorateur et j'aime explorer le monde. Il faut savoir que je crois que c'est en l'équivalent de 3 ans. En 3 ans, en cumulé, il a passé un mois à la maison. Donc sa femme a été devenue sa coordinatrice de voyage pour être à l'intérieur en fait un petit peu de son projet et donc d'être en relation avec lui. Et il y a une autre personne qui le dit bien, c'est un philosophe qui s'appelle Naval. C'est un peu un philosophe, on va dire contemporain, qui comprend et qui parle le langage des startups, mais qui en même temps fait des réflexions incroyables d'un point de vue philosophique, et qui dit voilà, dès le deuxième date, vous devez vous montrer et montrer tous vos défauts, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir une relation durable. C'est que vous n'allez pas mentir sur la marchandise et vous allez être vous-même, quoi. Ok. Et du coup, bah, je me permets merci déjà encore pour ce partage. Et justement, quelle est ta, tu vois, gestion un peu des soirées, des week-ends? Est-ce que déjà tu fais une distinction week-end, jour férié, entre guillemets, des autres jours, ou alors pas du tout? Et quelle est ta gestion des soirées, tu vois? Tu finis à quelle heure le soir? Tu commences à quelle heure le matin? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Euh, Moi, je suis un peu, moi, je suis team de l'extrême, un peu, enfin, dans l'extrême, c'est-à-dire que quand je bosse, quand je suis en roue libre, je suis en roue libre. Donc, globalement, la semaine, j'essaie de bosser, de me coucher tôt, je suis capable de me coucher à 22 heures.
et de me lever assez tôt, genre 7h30, 7h. Et par contre, le week-end, le vendredi, je suis capable de finir à 6h, 7h et comater tout le samedi. En fait, ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où la charge de travail est beaucoup plus importante que d'autres. Euh, voilà. Donc, pour le coup, j'ai pas de règles. C'est plutôt un peu en fonction de la Mhm. vibe, en fonction de ce qui est en train de se passer en ce moment même d'un point de vue charge de travail. Mais c'est vrai que tout ce qui est jour férié, etc., quand on est entrepreneur, enfin, moi, j'apprends la semaine d'avant qu'il y a un jour férié la semaine d'après, quoi. C'est pas du tout quelque chose que j'anticipe. On est d'accord. Non, mais tu vois, c'est important de le verbaliser aussi pour que chacun se rende compte parce que nous, on est dans notre quotidien et des fois, enfin, faut être transparent aussi sur ça. Parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses, mais des fois, ça représente aussi effectivement beaucoup de travail. Il faut le dire, faut pas s'en cacher. Si c'est tout automatisé et que ça tient dans un 35 heures, bah écoute, ça tient dans un 35 heures. Si c'est pas le cas, c'est pour ça aussi que tu vois, je creuse vraiment avec les multipreneurs et je veux cette transparence-là pour se dire oui, ok, il fait ça, mais il s'organise comme ça pour le faire. Juste, je reviens sur deux choses que tu m'as dit. Euh, T'as dit le matin, tu touches pas ton téléphone pendant les 30 premières minutes. Tu fais quoi pendant ces 30 premières minutes? Je prends ma douche, je mange mon petit déj. Moi, je lis pas mal Sciences et Avenir, donc je regarde vite fait Sciences et Avenir. En fait, j'essaye de faire tout sauf toucher mon téléphone. Parce qu'en Ok. fait, toucher mon téléphone, ça veut dire que je vais aller regarder mes notifs, ça veut dire que je vais avoir euh, des informations, je vais y penser, etc. Mais le but, Mhm. c'est de me garder ce moment-là où je suis un peu en mode les pensées viennent comme ça. C'est très dur à faire, hein. C'est pas facile, ça prend du temps. Et là, je suis dans une période où j'arrive plus à le faire, mais j'ai réussi à le faire pendant pas mal de temps. Et je m'efforce d'y retourner parce que franchement, c'est game changer. Trop chouette. Une autre petite chose sur laquelle j'avais envie de revenir, que tu as dit tout au début, tu as dit, tu vois, au début de la semaine, tu fixes tes trois objectifs de la semaine. Comment tu fais pour choisir ces trois objectifs-là? Parmi tous les projets que tu as, comment tu fais pour choisir ça? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que tu as une matrice, quelque chose? Est-ce que c'est juste, bah, tu sais ce que tu dois faire par rapport à une vision, par rapport à des objectifs peut-être trimestriels, mensuels, annuels, j'en sais rien. Ouais, non, j'ai pas forcément de matrice, j'ai pas de recette là-dessus. Euh, je pense que là, je suis dans. Enfin, le fait que j'accompagne des agences avec ma agency, c'est quand même on va dire un poids sur les épaules qui est assez important, où les gens attendent de moi que je sois moteur pour l'avancée de leur projet. Et donc, le fait d'être capable de se fixer des objectifs, c'est justement être continuellement le moteur de ces personnes-là et de les pousser à être des sportifs de haut niveau dans leur travail et à dégager le maximum d'eux. Donc là-dessus, en fait, je pense que c'est par expérience qu'on commence à savoir un petit peu qu'est-ce qui va être game changer de qu'est-ce qui ne va pas l'être. Euh, tu vois, c'est par exemple sur l'entrepreneuriat de manière générale. Aujourd'hui, je sais que aller dans un salon, ça sert à rien. Tu vois. Mm. C'est pas limpide pour tout le monde. Je Mm. sais que aller dans des conférences, c'est sympa, mais ça va rien changer. Tu vois. Genre, il vaut mieux passer 2 heures sur LinkedIn à faire de la prospection qu'à aller à la Paris Games Week pour aller vendre ta startup. Enfin, je dis Paris Games Week, mais t'as compris, tu vois, dans un salon, Ah ouais, quoi. bien sûr. Genre, ça, c'est des choses, tout le côté startup Hollywood, faut pas le faire, tu vois. Genre, à la limite, au maximum, je m'arrête à faire des podcasts. Parce qu'à la limite, faire des podcasts, c'est du contenu, tu vois, je vais en faire un post LinkedIn, je vais en faire des réels, je vais le partager à toutes les personnes de Mafia Agency, parce que je leur ai tous un peu à faire un shout-out. Donc, tu vois, faut faire des choses faut apprendre de ses erreurs et faut faire des choses qui ont du sens. Donc, quand je me fixe mes objectifs, je me dis, ok, bon là, je vais pas passer ma semaine à essayer d'aller sur BFM TV. Par contre, je vais passer ma semaine à faire en sorte que la LTV de telle agence augmente de Mm. 10%. Ok, ok, super clair. Super clair, super clair. Je rebondis encore juste une fois là-dessus avant qu'on passe sur une autre petite partie. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé de vacances. Comment tu t'organises par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose pareil de régulier? Est-ce que non, c'est dans le mood et comment tu fais ça?
Globalement, il y a deux types de vacances. Il y a les vacances nécessaires et les vacances prévues. Les vacances nécessaires, c'est quand on est un peu trop tiré sur la corde et qu'il faut vraiment prendre du recul parce que là, on est en train de s'épuiser à petit feu. Donc ça c'est bien d'avoir une aventure avec plusieurs personnes pour qu'il y ait ces personnes autour de soi qui nous sonnent la sonnette d'alarme en disant t'as vraiment une tête bizarre donc va-t'en. Euh, donc ça c'est C'est des moments où c'est pas forcément des vacances mais c'est des moments au ralenti quoi. hmm. Et c'est quoi? C'est tu pars Et un l'autre peu? C'est tu pars un peu? ouais Ça moi dure combien de globalement je temps? pars C'est un tous peu. les combien? Bon, là globalement ça m'est arrivé deux fois. Je suis parti une fois au vert, une fois à la mer. Euh, voilà, en fait, j'ai pas arrêté de bosser. Par contre, j'ai pris aucun call. Et quand Ok. je me levais le matin, je faisais absolument que ce que j'avais envie de faire. Si j'avais pas envie de bosser, bah, je Hmm. bossais pas. Si j'avais envie de bosser sur un truc, je bossais sur un truc. Et vraiment, je m'écoutais à 100%, zéro contrainte. Que du kiff. Trop, ok, trop Et chouette. ça, c'est hyper important. J'ai vachement bien rechargé les batteries dans ces moments-là. Et ça apporte, par exemple, tu vois, tout le design de comment j'allais agencer ma fille agency, Hmm. je l'ai eu grâce à une période comme ça. Ok. Et Euh, la deuxième partie des vacances, tu disais? et donc le type, du coup, ouais, deuxième partie des vacances, bah ça, pour le coup, il faut le prévoir parce qu'il faut quand même dire avec les personnes avec qui on travaille que, voilà, on va partir en vacances. C'est pas facile de partir en vacances quand on développe une agence, justement par rapport à cette charge de travail importante. Le fait de développer une agence fait qu'on souvent on travaille en continu, mais il faut pas avoir peur de dire à ses clients, voilà, là je suis en vacances pendant un mois, enfin peut-être pas pendant un mois, mais je suis en Hmm. vacances pendant une semaine complètement off, et la deuxième semaine il y aura telle personne qui sera là pour vous aider, mais sachez que ça va ralentir. Voilà, il faut leur faire comprendre, et c'est hyper important d'être au clair avec ça. Ouais, c'est effectivement important et c'est bien que tu le partages aussi. Et oui, il y a certains multipreneurs qui prennent des vacances, d'autres non, mais voilà, sachez-le, il y en a qui, il y en a qui le font aussi, c'est possible. Écoute, hyper intéressant. Moi, ce que je te propose, c'est, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'organisation, tu vois, au jour le jour que tu as, ou alors après on passe sur une petite partie structuration entre tes différentes entreprises, sociétés, etc., avant de finaliser par un sujet un peu plus léger sur les questions de fin de podcast. Non, c'est Ok. cool. Du coup, je veux bien qu'on se fasse là une petite dizaine de minutes sur comment tu t'organises entre tes différentes sociétés, tu vois, ta rémunération, comment t'es organisé, est-ce qu'il y a une holding, pas de holding, comment tu fais, quelle part à quoi, etc. Est-ce que tu peux nous faire un peu un schéma global en fait, de comment tu vis en tant que multipreneur par rapport à tout ça? Ouais, c'est un schéma assez simple. Moi, j'ai une holding en Angleterre qui est liée à The Secret Company. Ensuite, j'ai une SAS-SU, une SASU en France qui a des parts dans cette holding The Secret Company. Et j'ai un statut auto-entrepreneur qui est lié, enfin, qui est séparé aussi, qui a deux statuts juridiques qui sont différents, parce que l'activité de ma SASU n'est pas la même que l'activité de mon statut auto-entrepreneur. Et donc, je me rémunère dans un premier temps, au début de mon activité, j'avais le chômage, et ensuite je me rémunère sur ma SASU, enfin sur mon statut pardon, auto-entrepreneur, où je fais des factures en fait de la holding anglaise vers le statut auto-entrepreneur. Ok. Ça représente quoi à peu près? C'est des factures de gestion? C'est quoi exactement? Ouais, globalement, c'est du consulting qu'on fait, des factures de consulting par rapport à l'entité. Ouais. Ok. Et si tu peux en parler, ça représente quoi à peu près par mois? Par mois, c'est pas énorme hein, parce que le but c'est quand même de donner la priorité au développement de l'agence. Là, nous, on est sur un jeu où on crée beaucoup de startups tous les ans, donc on souhaite les financer. Et pour les financer, on utilise l'argent des agences. Donc nous, on se verse vraiment le strict minimum, c'est-à-dire on est entre 1500 et 2000 euros par mois pour qu'on verse en statut entrepreneur. Ok. Et vous avez, du coup, tu dis 11 verses, donc c'est-à-dire que tous les associés ont un peu ce format-là? Exactement, ouais. Ouais, on est tous équitables là-dessus. Chaque cofondateur a le même système de rémunération. Ok. Et donc cette holding en Angleterre qui, elle, a des parts dans les différentes startups que vous lancez, etc.
Exact, ouais. Ok. Donc vous êtes cofondateur, vous êtes plusieurs sur la holding. Et la SASU, tu fais quoi avec? Bah là, en fait, la SASU, c'est elle qui est, c'est en son nom que j'ai pris les parts dans la holding Ok. en Angleterre. Donc là, aujourd'hui, Mhm. il y a très peu d'actions qui sont faites dessus. Mais bon, peut-être que demain, ça pourra toujours servir pour un projet ou même pour avoir des bilans comptables. Donc là, là-dessus, que ce soit des projets immobiliers ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir une SASU. Clairement, clairement, ok. Trop cool. Bah, franchement, merci pour ta transparence. C'est cool. Et je pense que effectivement, c'est aussi une des clés du multipreneuriat. C'est la gestion de son patrimoine et la gestion de ses différentes sociétés et actions. C'est un vrai enjeu quand on a plusieurs activités. Et c'est pas forcément non plus toujours facile de s'accompagner, enfin, comment dire, de le faire si on n'est pas accompagné. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour lancer un appel. S'il y a des personnes, ça changerait, mais j'en profite. Si des personnes sont venues jusque-là, ça va faire 1 heure et demie qu'on parle, et qui sont un peu spécialisées dans ce domaine, ça me ferait plaisir aussi, tiens, d'interviewer quelqu'un sur cette organisation-là. Donc, l'appel est lancé. Si vous êtes spécialiste un peu d'optimisation par rapport aux différentes sociétés ou quoi, je suis preneur. Ça intéressera pas mal de multipreneurs. Écoute, merci pour cette transparence. Petite question du coup, parce que tu m'y as fait penser. Vous êtes effectivement plusieurs associés sur ta holding en Angleterre. C'est pas toujours facile de choisir ses associés. En plus, tu nous as dit que tu vivais avec, donc tu t'es clairement marié avec tes associés. Vous êtes combien? Ouais. Comment tu les as trouvés? Comment ça s'est fait, tu vois? On est cinq. Il y a Maxime Blondel, Julien Evaldi, Robin Seligman et Adam Salaou. À la jeunesse du projet, c'est Maxime Blondel qui, je dis Maxime Blondine, c'est Maxime Blondel, mais on l'appelle Blondie. Maxime Blondel qui travaille chez The Family et qui a lancé en fait The Secret Company, mais en interne un peu avec une entité qui s'appelait Muse Factory, qui avait pour but de créer des muses euh, pour The Family. Et il a externalisé en fait cette activité-là. On a appelé ça, enfin, il a appelé ça The Secret Company. Et ensuite, il est un peu venu nous chercher chacun dans notre coin. On a travaillé ensemble. On a tous travaillé, pas forcément sur la même entité, mais on a tous travaillé pendant un certain temps, pendant quelques mois, chacun de notre côté, mais on travaillait ensemble sans trop travailler. Et ensuite, on s'est regroupés et là, on a vraiment décidé de se lancer main dans la main dans cette aventure qui est, on va pas se mentir, hein, c'est une aventure sur 10, 15, 20, 25 ans. C'est pas une petite start-up qu'on est en train de créer. Là, on est en train de vraiment créer pour le coup, un réel écosystème. Et on sait que c'est un réel projet de vie. On est tous alignés là-dessus. Donc on est hyper conscient de la rareté de ce qu'on a réussi aujourd'hui à bâtir. Il y a eu un certain alignement des planètes. Il y avait quand même dans l'équipe, il y avait quand même 3 personnes en CDI avec de beaux CDI et des beaux salaires Hmm. qui ont décidé de quitter les CDI. Donc c'est pas rien. Et surtout, on a baissé quand même notre niveau de vie en devenant entrepreneur. Mais on a tellement pris en kiff quotidien que ça n'a pas de prix en vrai. Donc du coup, c'est parti pour la coloc pendant encore 20-30 ans, c'est ça? La coloc, je sais pas s'il sera pendant 20-30 ans, mais ouais, en tout cas, on est parti encore Vous, pendant un an au moins. Trop chouette. Bah écoute, on aura le plaisir de recevoir Maxime bientôt sur le podcast, donc très content aussi. Vous vivez les cinq ensemble? Ou non, vous êtes une partie seulement. Ouais, Ok, trop chouette. non, non, on vit les Ouais, 5 donc ensemble. incroyable, incroyable. Bah vous avez réussi à créer comment dire, un incubateur d'entreprise vraiment pour le coup en vivant ensemble. C'est génial, c'est génial. Du coup, vous avez C'est créé clair. votre propre écosystème pour créer votre écosystème. C'est sacrée mise en habit, mais c'est très très solide. Ça va donner de grandes choses. Je suis vraiment pressé de voir ce que vous allez en faire parce que ça part très très fort ce que vous faites et franchement, que ce soit votre image, le contenu que vous créez, on mettra le lien d'ailleurs de tout le monde, mais moi j'avoue que c'est très inspirant ce que vous faites et ça donne envie. Et je suis vraiment, honnêtement, hein, je le dis au milieu de podcast là, je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger
euh, avec toi aujourd'hui et avec Maxime et peut-être les autres associés demain. Mais c'est très fort ce que vous faites et j'invite vraiment n'importe qui est sensible à l'entrepreneuriat à suivre en fait juste votre aventure parce que c'est tellement plein de comment dire d'enseignements sur l'entrepreneuriat, sur tout, la prise de risque, sur enfin le business, sur enfin il y a tellement d'enseignements que ouais, juste suivez cette Merci, c'est aventure, cool. ça va vraiment faire du bruit. Ça va faire du bruit. Donc c'est chouette. Euh, écoute, trop cool. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, ce que je te propose, c'est avant qu'on passe sur, puisque déjà ça va faire 1h35 qu'on est ensemble, donc je vais pas non plus te monopoliser encore 5 heures, même si j'aime aussi tout ce que tu es en train de nous dire ici. Euh, Est-ce que toi, tu as autre chose sur le lancement, l'organisation, la gestion que tu aimerais aborder ou est-ce qu'on passe sur la dernière un peu partie un peu plus chill de fin de podcast? Non, on peut passer sur la dernière partie. Je sais pas Allez, d'autres choses à eh ajouter. ben, ok, trop chouette. Euh, Ah oui, si, tiens, je vais te parler d'une petite chose, c'est est-ce que, du coup, vous êtes, tu vois, dans les startups, vous êtes quand même dans le milieu, est-ce que, du coup, toi, tu as investi personnellement dans d'autres projets? Et est-ce que tu fais une distinction entre tes investissements et le multipreneuriat, les activités où tu es clairement investi dedans? Euh, Moi, j'ai pas investi d'argent encore dans d'autres projets entrepreneuriales. Euh, on a créé, nous, ce qu'on appelle... euh, on a créé un projet qui s'appelle Eatwell, qui permet justement à des investisseurs de avoir accès à des levées de fonds d'entreprises que nous on côtoie, parce qu'au final on côtoie pas mal de projets et donc on souhaite permettre à ces personnes-là de pouvoir investir avec un carry sur les différents projets et participer à des levées de fonds auxquelles ils n'auraient pas forcément accès. Mais non, pour l'instant, j'ai pas fait d'investissement. Je suis plutôt en train de consommer mes économies plutôt qu'en train d'investir. Mais voilà, après, je consacre ma vie aux startups. Donc, on va dire que j'investis mon temps tous les jours pour que ça marche. Donc, normalement, il n'y aurait pas de raison. Ok, trop chouette. Écoute, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est plein de lancements, plein de succès, plein de moments de bonheur, mais c'est aussi des échecs et des moments de doute. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un échec ou peut-être le plus gros échec que tu as eu et surtout, bah, qu'est-ce que tu en as retiré, toi? Ok, je n'étais pas prêt pour cette question. Est-ce que... Alors, attends, parce que Non, mais j'essaie de trouver un échec qui est Bien pas un sûr. échec, genre... tu vois, Genre pas là-bas. perfectionniste en entretien? Ouais, j'ai fait des erreurs dans le recrutement, mais ça, à la limite, enfin, en fait, moi, je l'apparente plus à de l'itération. Genre, tu rates quatre recrutements et tu réussis le cinquième. Mais tu n'aurais pas réussi le cinquième si tu n'avais pas raté quatre avant. Pour moi, ça, c'est pas des échecs, c'est plus de l'apprentissage qui est obligatoire. Euh, ouais, si, un échec, ouais, une claque que j'ai prise, ça, c'est sûr. On va dire, c'est sur ma formation Panama Automatis Academy. Euh, donc j'ai mis en place une formation sur la productivité et le no-code. Et c'est une formation où en vrai j'ai mis tout mon cœur dedans. Il y a plus de 35 heures de vidéos. Il y a déjà une communauté. Enfin, c'est vraiment un bootcamp en ligne. On a A/B testé énormément d'actions dessus. On a fait des webinaires, on a fait des ads. Voilà. Et en fait, on a fait tout ça après que j'ai tourné la formation. Et on n'a pas du tout vendu la formation avant de faire toutes ces actions-là. Or, c'est exactement ce qu'on dit ne pas faire à nos projets, mais comme d'habitude, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et en fait, quand on a vu que le succès était pas au rendez-vous de moi, mes attentes perso, parce qu'en plus j'avais mis peut-être un peu beaucoup d'affect dedans, c'est vrai que j'ai pris une claque en disant non mais c'est pas possible, genre la formation je sais qu'elle est bonne, pourquoi les gens ne l'achètent pas? Et en fait j'aurais complètement dû la tester avant, j'aurais complètement dû la vendre en précommande, j'aurais complètement dû le faire dans ce sens-là pour pouvoir m'en rendre compte avant. Et là, c'est vrai que Ok. j'ai un peu perdu pas mal de temps entre la mise en place du plan détaillé, le tournage des vidéos, le montage des vidéos, la mise en place des exercices, alors qu'en fait, j'avais pas vendu ça. Ok.
Donc ouais, importance d'A/B tester, importance de co-construire en fait le projet aussi avec les utilisateurs et clients futurs quoi. Ok. Euh, Ouais. Justement, bah tiens, tu me fais une petite transition encore sympathique. Tu vois, tu as plein de projets aujourd'hui. Du coup, t'es multipreneur, tu as plein de projets. Si aujourd'hui tu devais en garder qu'un seul de tous ces projets, tu garderais lequel et pourquoi? Euh, Bah, sans hésiter, The Secret Company. Euh, c'est du coup indirectement mon rôle dans The Secret Company, donc à savoir être le CEO de Mafia Agency, la branche de création d'agence. Ça, honnêtement, enfin, j'ai tellement bâti mes projets par rapport à ce que j'aimais faire dans la vie que je ne me verrais pas faire autre chose. C'est-à-dire que même si demain The Secret Company s'arrête, euh, je montrais la même chose, mais de mon côté. Ok. Et justement, ouais. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que euh, on a des victoires, on a des défaites, ça ok. Mais moi, j'ai aucune. Enfin, ce que je veux, c'est être tout le temps entouré et tout le temps avec des personnes avec qui j'aime bosser. Et les 5 cofondateurs avec qui je bosse, on est tellement différents, on a tellement des centres d'intérêt différents, des choses où on est complètement à l'opposé, d'autres on est ultra complémentaires, on se ressemble vachement. Enfin, il y a tellement un melting pot de culture au sein de notre groupe que ça, je les changerais pour rien au monde. Trop stylé. Ok. Ouais, parfaitement clair. Et en plus, comme tu dis, ça te donne en fait cette liberté de pouvoir lancer ce que tu veux. Euh, ça me fait penser à ce que disait l'un des tout premiers invités, c'était Fabien. Fabien, petit coucou. C'était justement que quand on est multipreneur, en fait, c'est pas le projet, c'est nous le projet, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi, tu développes toi en créant ton écosystème et en créant justement toutes les branches de ton kiff entre guillemets. Et t'es pas en train de construire une entreprise. Tu es le projet et c'est en fait tout ton process est de te développer toi-même et de développer les différentes branches qui vont te faire plaisir et qui te permettent de développer ton écosystème, quoi. Donc ouais, je te retrouve bien là-dessus. Euh, Si, tu vois, si là, il y a quelqu'un qui devait se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou peut-être même le multipreneuriat, ça serait quoi ton conseil? Ou la chose à éviter? N'importe. Euh, non, en vrai, le conseil, c'est de se lancer. Genre, en fait, si tu lances, il y a une phrase un peu bateau, mais que j'aime beaucoup et qui est ultra vraie. Il faut vraiment bien la comprendre. C'est si au moment de lancer ton projet, t'en es fier, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et ça, c'est ultra vrai. Mm, Enfin, genre, il faut absolument lancer son projet. Alors, je dis pas de lancer des brouillons, mais allons-y, quoi. Genre, faisons des actions. Il faut arrêter de se dire, ah non, mais moi, j'ai envie de lancer un podcast, du coup, il faut que j'attende Noël, parce qu'à Noël, on va me donner de l'argent. Du coup, en janvier, je ferai le benchmark des meilleurs micros, et en février, je lance comme, non. T'as envie de lancer un podcast, tu prends tes écouteurs et tu vas dans la rue et tu lances ton podcast. Enfin, tu vois, genre vraiment, en fait, ce qu'il faut valider dans l'entrepreneuriat, c'est pas, le plus dur, c'est pas de commencer, le plus dur, c'est de continuer. Donc, pourquoi tu prends du temps à commencer alors qu'en fait, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas de commencer, c'est vraiment de continuer derrière. Et donc, pour savoir à quel point tu vas être capable de continuer, il faut le lancer et il faut itérer sur plein d'idées. Parce que c'est pas dit que même si là, t'as ta lubie du dimanche soir tu vas créer une app qui mm. va concurrencer Facebook, ça dit pas que dans 2 semaines, tu auras encore envie de faire ça. Donc, vraiment, il faut lancer directement le plus rapidement possible et valider le fait que c'est vraiment ton kiff et que tu arrives à continuer. Et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, son kiff, c'est le journalisme. À 13 ans, il était à l'Assemblée nationale après les cours pour aller voir les auditions. Qui faisait ça à 13 ans? Personne. Parce que son Non, kiff de clairement. base, c'est le journalisme. Donc il s'est dit, je vais lancer un compte Instagram qui va vulgariser le journalisme. Ensuite, c'est devenu un business. Mais est-ce que tu crois que Hugo Décrypte, quand il se lève le dimanche matin, qui s'est mis une timbale le samedi soir et qui doit faire les actus du jour, il a aucune envie. Il a zéro envie. C'est pour ça que là, pour le coup, dans ce cas-là, c'est hyper dur de continuer. Mais comme il a trouvé sa passion et il sait que son objectif, c'est de vulgariser et de rendre l'information accessible aux jeunes, il le fait. Et donc, du coup, tout ça pour dire qu'il faut vraiment se lancer, il faut commencer. Énorme.
Ouais, bah, je pense que c'est une très belle leçon et un très beau conseil que tu viens de donner là. T'as fait plusieurs petites citations, du coup, j'avais pas prévu de la poser, mais je t'en pose une. Est-ce que toi, il y a une citation vraiment qui soit te correspond, bah, que t'aimes bien, qui te parle bien? Ça peut être n'importe quoi, hein. Petite citation. Ouais, j'en ai deux. C'est sur Vas-y, mon écran de veille d'ailleurs de Mac. Il y en a une, vas-y. c'est celle-là. Enjoy the journey. J'adore. Et donc c'est vraiment d'apprécier le voyage et pas forcément la destination. Là où beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat disent je veux devenir millionnaire, donc ils s'intéressent que à la destination. Or en fait le voyage est beaucoup plus enrichissant. Et l'autre chose c'est done is better than perfect. Donc ça rejoint ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de manager au-dessus de soi qui va nous dire ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Le seul manager, c'est le cash. Est-ce que tu peux continuer à vivre de ton activité ou non? Donc si tu gagnes de l'argent, c'est que tu es dans le vrai. Si tu perds de l'argent, c'est que tu es dans le faux. Euh, et donc le fait de dire done is better than perfect, c'est le fait de, voilà, tu as beaucoup d'actions dans ta to-do. Ok, bah on va pas être trop perfectionniste. On va jouer sur la loi de Pareto, faire 80% de l'action, mais au moins l'action est faite. Et s'il y a des retouches à faire derrière, s'il y a des changements à faire, on les fera, mais au moins on avance. Trop chouette. Si on devait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi? Hmm. Tu vois, si ton nom Le devait roi des être process. roi des process, t'associé à ça? Trop chaud. Ok. Ouais. Ok. Pourquoi? Euh, Parce que depuis tout petit, mon but, c'était d'améliorer le quotidien des gens. Et donc, je l'ai matérialisé par tout ce qui est autour du médical. C'est pour ça que j'ai fait pas mal. Dans mes études, j'ai fait pas mal de bioengineering. Je voulais travailler, Mhm. par exemple, sur tout ce qui est montres connectées, etc., dans le domaine de la santé. Mais en fait, j'ai compris que le meilleur moyen d'améliorer le quotidien des gens, c'est de leur enlever toutes les tâches qui rendent leur journée non amusante. Et donc, je me suis dit qu'en fait, voilà, ma passion maintenant, c'est de comprendre le quotidien de quelqu'un. J'ai notamment lancé un format sur YouTube là-dessus, c'est 24 heures dans la vie d'eux. Et donc, je suis quelqu'un pendant 24 heures et je regarde qu'est-ce qu'il fait qui lui prend du temps et qui sert à rien. Et du coup, voilà, moi maintenant, c'est vraiment ma passion, c'est de rentrer dans l'intimité des gens, dans leur quotidien, et de voir où est-ce qu'on peut améliorer et optimiser des actions pour les rendre plus heureux. Trop chouette. Écoute, je te propose de finaliser avec trois petites questions. Est-ce que tu aurais trois livres là comme ça à nous balancer qui t'ont marqué ou plutôt inspiré? Euh, on va sortir un peu de l'univers de la startup. Il y en a un, ça s'appelle ceux qui veulent comprendre l'univers, qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, de pourquoi on analyse des étoiles pour connaître la composition de l'univers il y a des millions d'années. Il y a un livre qui s'appelle L'univers expliqué à mes petits-enfants, qui est Ok, un tout petit livre. Moi j'aime bien les petits livres parce que j'aime pas trop lire. Donc tout petit livre. Et c'est un grand-père qui raconte à ses petits-enfants l'univers et donc qui explique tous les principes fondamentaux. Il y a, je crois, à peu près 18 ou 20 principes. Et une fois qu'on a compris ça, on a mis en place ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le meuble Ikea de connaissances. Et donc après, on peut passer au stade 2 et ranger les connaissances au bon endroit. Euh, un autre livre qui a changé, une brève histoire de temps de mhm. Stephen Hawking. Donc là, Énorme. pour le coup, vraiment, ouais, c'est incroyable. Mhm. C'est sur le fondement de l'univers, comprendre vraiment d'où on vient, etc. Et Bah, un autre, juste, je rebondis je là-dessus, dirais, hein, si, je rebondis là-dessus. Vous pouvez regarder le livre, mais regardez aussi le film. Les deux sont très très sympas. Vas-y, et je te laisse, pardon, ouais. finir. Et le dernier, je dirais Sapiens. Ok. Sapiens, c'est un livre qui a été écrit par, je me souviens plus comment il s'appelle, c'est un économiste américain qui vient d'Israël et qui raconte en fait euh, comment Sapiens s'est imposé parmi les autres espèces Ok. et tout le début en fait de la mise en place de l'agriculture, la monnaie, la religion, les lois, etc. Donc vraiment tout le commencement. Génial. Bah écoute, celui-là, il me donne vraiment envie de le lire puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé, enfin à l'avoir recommandé. Je pense que ça sera une des prochaines lectures. Euh,
Qu'est-ce qui aujourd'hui, tu vois, t'inspire? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'inspire, fait rêver Pierre Paris? Hmm. Qu'est-ce qui m'inspire? Ouais. Euh, Ça peut être une vision, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose, tu vois. Moi, ce qui m'inspire, c'est ouais, moi Naval, j'aime beaucoup le contenu de Naval. En fait, moi, ce que j'aime et ce vers le quoi je tends, que j'essaie tout le temps de tendre, c'est la capacité à vulgariser des notions complexes de manière simple. C'est pour ça que là, tu vois, dans l'enregistrement, j'essaie beaucoup de prendre des exemples de comparaison Mm. très basiques pour expliquer des concepts parfois un peu plus compliqués. Et ça, moi, j'adore faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, que ce soit scientifique. J'avais lancé une newsletter sur la vulgarisation scientifique, que ce soit sur n'importe quelle notion. J'adore expliquer et enseigner. Et donc moi, ce qui m'inspire, c'est les personnes qui arrivent à être des experts dans leur domaine, mais à l'expliquer à n'importe quelle population. Trop chouette. Eh ben écoute, du coup, par rapport à ce côté de simplification, on va faire juste un petit test. C'est un invité qui m'avait soufflé cette idée et que j'aime beaucoup. Ça va faire 1h50 qu'on est ensemble, donc c'est long. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà félicitations, bien joué, vous êtes bien accroché. Et du coup, comme on parle de simplification, si vous êtes arrivé jusque-là, en commentaire de n'importe quelle plateforme où vous écouterez ce podcast, que ça soit podcast, vidéo ou autre, mettez-nous tout simplement un petit carré noir en commentaire pour voir que vous êtes allé jusqu'ici de l'écoute. Donc voilà, balancez-nous un petit carré noir, envoyez des petits carrés noirs, puisque trouve que le carré noir, c'est une forme assez simple. Donc n'hésitez pas à balancer ce genre pour voir qui est arrivé jusqu'ici, quoi. Euh, je- Deux petites questions pour terminer. Tu Euh, sais que Quels sont... Ouais, c'est- vas-y, excuse-moi. c'est marrant ce que tu viens de faire parce que c'est une technique qu'on fait pas mal entre nous, là, les cofondateurs. Parfois, on a des notes vocales qui durent 2 3 minutes et on place au milieu de cette note vocale, si Adam, si tu es arrivé jusqu'ici, envoie-moi le numéro 2. Si Robin, t'arrive jusqu'ici, envoie-moi le numéro Énorme. 4. Et comme ça, on vérifie qu'il nous écoute bien tous les deux. J'adore. Ah, très bonne idée. Écoute, je ferai ça aussi avec les différentes personnes avec qui je travaille pour laisser des petits tests. Euh, écoute, est-ce que tu pourrais me recommander trois multipreneurs que tu me conseilles d'inviter la prochaine fois? Ou multipreneur, multipreneuse, hein, comme tu veux. Il faut que tu interviewes Antoine Desferret, qui est le cofondateur de Phoenix Mobility, qui transforme des véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc il est Ok. cofondateur de cette boîte-là. Et à côté de ça, il a un podcast sur le vin, un podcast sur la productivité, et il a un e-commerce sur de la vente de cartes de France sur le vin. Énorme. Très Impressionnant. chouette. Très chouette. Ok, trop cool. On compte. Impressionnant. Un autre multi-entrepreneur, qui est-ce que je connais qui fait pas mal de choses différentes? C'est pas si commun que ça, hein, les gens qui ont plusieurs casquettes. Ouais, c'est pour ça que je demande des petits référents à 2 heures. Quand tu as baissé toutes tes barrières, là, ça y est, je te demande clairement du referral pour la prochaine fois. Ah, mais là, en vrai, bah après, t'as tous mes colocs, hein, pour le coup, c'est tous des multi-entrepreneurs. Tu peux aller voir Maxime Blondel, tu peux interviewer Marion Carnero, qui est la CEO maintenant de My Name is Bond, et qui avait aussi lancé en parallèle une startup qui s'appelait Flouf, qui faisait des compléments alimentaires pour chiens. Ok. Et bah voilà, t'as les trois. Ouais, c'est cool. Bon, il y en a déjà un qui est programmé qui passera, avec qui on enregistre Ah oui, c'est vrai, dans Maxime, tu deux l'as semaines, programmé. je crois. Mais non, non, mais c'est cool. Euh, et bah écoute, on verra si aussi un autre de tes cofondateurs est chaud pour passer. Mais sinon, écoute, j'ai bien noté les deux prénoms que tu m'as dit. Je leur enverrai des petits messages. Dernière question, après je te laisse tranquille. Bah, où c'est qu'on te retrouve? Ouais, pour rentrer en contact avec moi, c'est sur LinkedIn. Euh, et sinon, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Panam Automatise. Euh, et j'ai une newsletter qui s'appelle Panam Automatise aussi.
Et là, pour le coup, j'approfondis énormément sur le développement des agences et je donne des conseils, des outils, des apps incroyables pour développer son agence. Trop bien. Et ben franchement, écoute, ça va faire 1h55 qu'on est ensemble. Tu m'as régalé, tu as donné vraiment d'informations hyper utiles et concrètes dans cette interview. Je te remercie d'avoir été là. Puis ben écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un très bel exercice. T'es un super intervieweur. Donc, merci à toi. Ça fait plaisir. Bah écoute, je te dis à bientôt en tout cas. Salut, à bientôt. Bye. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.